comment on va aller recruter les bonnes personnes. C'est un sport qui est complexe, on parlait de sport à l'instant, mais quand on le réussit, je pense qu'on a la clé numéro 1 du succès. La méthode, elle s'est construite année après année, elle s'est construite dans les succès et puis aussi dans les échecs de recrutement. Si on a la méthode et si on met le temps nécessaire à recruter les bonnes personnes, et en fait, on crée une économie de guerre capable d'aller bien au-delà de son temps et d'aller recréer plein de personnes très performantes. Si on se plante un peu sur le portrait type, c'est le risque maximum de se planter sur le recrutement in fine. Il faut vraiment absolument aller discuter avec des entrepreneurs dans des sociétés plus avancées. En faisant ça, vous allez vraiment évoluer. Vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, ce retour d'expérience, il est très intéressant. La prise de décision, elle est très hétérogène. Là, on essaie de prendre un peu de recul sur l'entreprise. On dépasse même la fonction, quoi. Eh ben Antoine, ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode. César, bonjour, et ravi absolument d'être à tes côtés aujourd'hui. On a un beau programme puisqu'on va parler de la méthode pour recruter les meilleurs. Alors, pas simplement dans les startups, mais évidemment, c'est une grande partie de ton expertise aujourd'hui. Moi, j'ai une première question à te poser pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Tu as bossé au moment d'Otium en récupérant la fourchette, avec évidemment Philippe et Stanislas qui ont ensuite créé des magnifiques boîtes Mano Mano et Doctolib. J'aimerais bien que tu nous dises un mot. Est-ce que à l'époque, tu avais déjà détecté des qualités humaines chez eux, avec un peu cette casquette de recruteur que tu peux avoir aujourd'hui? Réponse prétentieuse, oui. Les deux célèbres entrepreneurs que tu viens de citer, Stanislas Neufchâteau et Philippe de Chanville, je les ai recrutés donc, au début d'Otium. Et c'était deux coups de cœur. Je ne referai pas le contexte de leur recrutement à chaque fois, mais pour le coup, c'était... un recrutement, il faut être extrêmement modeste. On n'est jamais sûr de rien. En tout cas, c'était deux profils. Au moment de signer, j'étais à fond, hyper heureux de les avoir, à la fois sur le potentiel professionnel, hein, les deux étaient très jeunes, et sur leur personnalité. Et le plus facile, évidemment, c'était Stanislas, puisqu'il avait fait une mission de 3 mois. Il était en fin d'école à HEC. Il faisait sa mission entrepreneur. Et donc, pendant 2 mois, en fait, il avait fait une mission pour Otium. Et donc, je l'avais, entre guillemets, testé. Il était avec 3 autres personnes. Il avait fait une mission absolument fantastique sur le lancement d'un nouveau business qu'on a d'ailleurs lancé ensuite, hein, donc, Ok. suite à cette mission. Et donc, quand on voit quelqu'un à l'œuvre, et c'est peut-être déjà un learning du recrutement, évidemment, c'est un peu plus facile de ensuite franchir le pas pour lui proposer de venir de manière définitive. Alors, peut-être sans trop rentrer dans le détail, mais quelle était la différence avec un Philippe, un Stanislas par rapport à d'autres profils que tu as pu voir à l'époque? Est-ce qu'il y avait une ou deux qualités qui sortaient vraiment du lot? Je pense que ma première réaction, et elle est commune aux deux, c'était le sentiment qu'on avait en face des personnes qui étaient très ambitieuses, chacune à leur manière, bien sûr, très ambitieuses, avec une vraie envie de faire quelque chose de leur vie professionnelle, de s'engager à fond. Et les deux également avec une capacité à se développer, à écouter et à apprendre de partout très forte. Et ça, je pense, c'est vraiment la réponse que j'ai directement sur les deux. Un peu comme si on y était, et c'était maintenant il y a un petit bout de temps. Bah, ce qui est rigolo, c'est que je connais un peu moins le parcours de Philippe, mais je crois savoir que Stanislas a eu un parcours de tennisman, et donc a eu pas mal d'entraînement. Et donc ça doit forger aussi un caractère, ou peut-être l'inverse. Et donc c'est peut-être ça aussi que tu as pu voir dans son audace. Alors Stanislas raconterait mieux, et d'ailleurs il l'a raconté maintes fois son histoire, donc je le ferai pas ici, mais en tout cas, le parcours quasi professionnel en tennis de Sand, c'est évidemment un énorme atout. Ça se voyait dès sa mission de stagiaire, dans sa manière de s'engager, de réagir. Et finalement, on le dit souvent, mais moi je le pense dur comme fer, la capacité de quelqu'un à s'être engagé de manière avancée en sport, en compétition, c'est un atout. Ça ne veut pas dire qu'il est indispensable, mais c'est un vrai atout et il n'est pas du tout théorique. Donc ce que tu dis sur Stan est totalement vrai. J'ajoute que c'était d'une manière différente. La même chose pour Philippe de Chanville, qui est toujours quelqu'un qui adore le sport, très engagé dans ce qu'il fait, et qui, par exemple, avait fait pendant des mois une espèce de rallye automobile en ralliant tout seul Londres à la Mongolie en Jeep. Ah oui. À travers un passage dans des déserts et des aventures absolument phénoménales. Il était tombé en panne tout seul. Le
le moindre secours était à des dizaines de kilomètres. Enfin, vraiment une histoire qu'il avait d'ailleurs racontée dans un livre. Et ça m'avait beaucoup touché. Alors, on est moins dans le sport, on est plus dans le... Donc, déjà à l'époque ou quand tu l'as rencontré à ce Tout à moment-là? fait. Et donc, c'est pas le sport, mais on est dans la réalisation de choses. On essaie de se dépasser et de créer des choses. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié chez Philippe à l'époque, qui me revient tout de suite quand on en reparle. Ouais. Bon, après, évidemment, les succès qu'on leur connaît. Depuis, tu as créé Kerala, sans forcément rentrer dans le détail de toutes les activités que tu peux traiter au quotidien. Tu as évidemment écrit ce livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le lien? Le lien, c'est que avec le temps, avec la création d'entreprises, j'en ai créé plusieurs. Et puis ensuite, Kerala, qui est mon métier actuel, qui consiste à m'associer avec des entrepreneurs au lancement. Donc une sorte de profil hybride entre l'entrepreneur et l'investisseur. Et ben, je me retrouve aujourd'hui, et c'est ma passion, dans une dizaine d'aventures entrepreneuriales. Alors certaines ont 10 ans, puis d'autres ont 6 mois, sont en train de naître. Et donc ça, c'est mon métier, ça fait des années que je le fais avec Kerala. Et puis il y a une chose qui finalement euh, ressort, c'est que on a une manière qui se détache de réussir toute entreprise. C'est finalement d'arriver à trouver les bonnes personnes, le bon arrimage, la bonne équipe, les fondateurs bien sûr, le ou les fondateurs, et puis ensuite les premiers salariés, et au fur et à mesure que l'entreprise se développe, les meilleures équipes possibles. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est vraiment une conclusion très forte. Et pour moi, c'est la règle d'or du business. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur énormément de sujets quand on est associé dans une entreprise. On peut travailler sur le comment on va faire. Le plus fondamental à la fin, c'est qui va faire, comment on va aller recruter les bonnes personnes. C'est un sport qui est complexe, on parlait de sport à l'instant, mais quand on le réussit, je pense qu'on a la clé numéro 1 du succès. C'est marrant parce que je crois que Steve Jobs avait cette phrase en disant que le succès d'une boîte se définit par les 10 premières personnes qu'on recrute. Tu nous diras ce que tu en penses, mais donc toi, tu avais déjà une méthode de recrutement au début, la création de Kerala et l'accompagnement de ces boîtes, où ça s'est mis en place et structuré petit à petit. Comment est-ce que tu as défini cette méthode? Parce qu'on connaît, pour ceux qui s'intéressent au recrutement, au bouquin Who, avec une méthode un peu développée. Là, il y a plein de choses en plus, des cas pratiques, des cas concrets. Il y a énormément de ton expérience, en fait, dans ton bouquin, ce qui est normal. Et tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Euh, la méthode, elle s'est construite année après année, elle s'est construite dans les succès et puis aussi dans les échecs de recrutement. Et puis elle s'est complétée de ce que j'ai appris moi aussi au contact des entrepreneurs avec lesquels je travaillais. Et pour citer une entreprise, Doctolib, année après année est devenue une référence, même si tout n'est pas parfait, il faut toujours s'améliorer, mais du recrutement et des techniques de recrutement. Bref, pas de méthode il y a 10 ans, une méthode qui peu à peu se développe, qui aujourd'hui reste un outil de travail à améliorer, parce que la réalité, c'est qu'on l'a dit, c'est très complexe. En tout cas, un principe général, c'est que il faut passer du temps pour bien recruter, pour rencontrer beaucoup de personnes, pour se poser les bonnes questions, pour aller écouter les recruteurs et les entrepreneurs autour de soi et toujours se remettre en cause. Ça prend du temps. C'est-à-dire que pour le coup, une conviction totale, c'est que on ne délègue pas ou très, très marginalement le recrutement quand on est un dirigeant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire en équipe. Et on doit y passer beaucoup de temps. Il y a un aspect d'engagement qui est probablement le point numéro 1 de la méthode. C'est le point, il est un peu bourrin, passe-moi l'expression, mais il est inévitable. Et donc, quand on commence à évaluer, par exemple, si une entreprise est réellement performante sur le sujet, si les réponses du ou des fondateurs, c'est oui, on y passe 5% du temps, on est très probablement déjà avec un axe d'amélioration très fort. Quand tu dis ça, tu t'adresses à des entrepreneurs de start-up, de PME, TI ou même de grands groupes. Quel est le temps qu'on doit passer en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable d'une société au recrutement? Mon expérience, elle est celle des startups, de 0 à, mettons, quelques centaines ou quelques milliers de personnes. J'ai aussi travaillé avec des ETI et puis rencontré quelques grands groupes, notamment avec la sortie du livre. J'ai vu pas mal de dirigeants. Et je pense que le sujet de l'engagement, il est commun à l'ensemble des organisations, qu'elles soient d'ailleurs en très forte croissance ou pas. Euh, le focus des dirigeants, des managers sur la constitution de leur équipe, je pense qu'il est commun. Alors évidemment, il faut l'adapter à toutes les situations, mais c'est une prise de conscience qui est absolument fondamentale entre le manager, le dirigeant, totalement sur la balle, sur la qualité de ses équipes, sur l'engagement, sur la rencontre de top profil, En fait, le recrutement, c'est une guerre sans fin. Elle ne s'arrête jamais. C'est pas j'ai un recrutement, je m'y mets, je travaille. Non, c'est en permanence
j'ai des personnes autour de moi, je pense à des profils, je réfléchis à la manière d'améliorer tout ça. Et cette espèce d'état d'esprit général, pour répondre à ta question, c'est pour tout le monde. Ouais. Et tu le dis dans ton livre, ce serait quoi la proportion d'une boîte, mettons, de 0 à 200 personnes pour un CEO, le temps consacré finalement au recrutement? Alors je me suis essayé à des pourcentages dans mon livre parce que une des idées, c'était d'être concret et pas simplement dans la théorie. Prenons le cas d'une société en assez forte croissance qui compte, comme tu l'as dit, 50, 100, 150 personnes. Si on a quelqu'un qui est un CEO, un ou une CEO, bien sûr, j'ai l'impression que sous les 20-25%, on sera un peu en sous-investissement. Et finalement, parce que toute la discussion est liée à ça, c'est quel est le rôle d'un dirigeant ou quel est le rôle d'un manager? Et c'est une question qu'on se pose tous en tant que si on est avec cette casquette-là. Mais c'est vrai d'ailleurs même si on a une PME de 10 personnes, il n'y a pas de qu'est-ce que je dois réellement faire de mon temps? Qu'est-ce que je dois déléguer? Qu'est-ce que je dois faire moi-même? Je pense que le recrutement, on peut déléguer, on peut être aidé bien entendu, mais il faut accepter de passer beaucoup de temps, notamment sur les recrutements les plus importants. Et d'où cette espèce de pourcentage minimum à 20-25% qui est très théorique. Hein, en période de très très forte croissance, ça peut monter à 30-35%. Euh, Peut-être la meilleure manière d'utiliser ça, c'est qu'à 5 ou 10%, là, on est probablement en train d'aller trop vite et de ne pas comprendre qu'en fait, l'arrivée d'un très bon profil, d'une femme exceptionnelle, d'un homme exceptionnel sur un poste donné, en fait, ça change tout. C'est une rentabilisation du temps passé qui est absolument phénoménale. Parfois, c'est même la différence entre l'échec et le succès. Parfois, on n'est pas très loin de se planter, et puis on a la bonne personne au commercial qui arrive sur la zone la plus importante. Et en fait, là où on était à plus 0%, bah, on passe à plus 10, plus 15, plus 20. Et en fait, c'est ça le succès. C'est pas nous, en tant que dirigeants, d'avoir fait un contrat de plus, deux contrats de plus nous-mêmes. Parce que ça, c'est pas scalable. Notre temps n'est pas scalable. Même si on travaille énormément, on ne peut pas dépasser 12, 13, 14, 15 heures par jour. C'est pas possible. En revanche, si on a la méthode et si on met le temps nécessaire à recruter les bonnes personnes, en fait, on crée une économie de guerre capable d'aller bien au-delà de son temps et d'aller recréer plein de personnes très performantes qui, en plus, à leur tour, embaucheront des personnes performantes. Et alors, t'en parles dans le livre, parce que je crois que tu prends l'exemple d'un sales ou directeur sales qui fait passer un pourcentage finalement de taux de clic qui permet d'avoir suffisamment de budget pour engendrer derrière du marketing et faire en sorte que la boîte soit beaucoup plus profitable. Donc on voit presque l'effet papillon de cette échelle-là. À l'impact, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe quand on fait un mauvais recrutement? On a parfois dans les analyses sur le sujet des personnes qui vont vous présenter un document, etc., en disant un mauvais recrutement, ça coûte, je sais pas, 15 000 euros, 30 000 euros, etc. Bon, peut-être. Pour revenir à ce que je disais, parfois, je pense que ça coûte une société, ça coûte la boîte. Donc, en général, c'est beaucoup plus. Euh, Évidemment, ça dépend de la position pour laquelle on a recruté. C'est très difficile, bien sûr, d'évaluer ce que coûte un mauvais recrutement, mais en tout cas, les effets de bord sont très nombreux. Il y a la contre-performance, évidemment, sur le poste pour lequel on a recruté. Il y a l'impact sur les équipes. Très souvent, quand on fait un mauvais recrutement, on a une équipe qui ne va pas bien en dessous. Soit parce que des mauvais recrutements ont aussi été faits, soit parce qu'il y a la démotivation, donc on a plus de départs. Il y a un impact qui est très fort sur les collègues. Si on parle d'un membre d'un comité de direction, un mauvais recrutement, c'est quelqu'un qui ne développe pas ou développe moins ses collègues, qui sera moins dans l'esprit d'équipe. Et ça, en fait, c'est un coût caché, mais qui est très élevé. Parce qu'une bonne équipe, c'est une équipe qui s'enrichit. Les uns les autres s'amènent des choses, et ça, c'est fondamental. Puis un mauvais recrutement, c'est énormément de temps de management. On l'a tous vécu. Si on est chef d'entreprise, de PME, qu'on dirige une équipe, petite ou grande, quand on a quelqu'un où ça se passe mal, ça prend énormément de temps. La somme de tous ces effets, c'est des coûts qui sont énormes. Il faut le voir plus positivement. Qu'est-ce qu'amène un bon recrutement? Un bon recrutement, en fait, ça amène le succès des entreprises. Tu le dis dans ton livre, ça passe notamment par les étapes managériales. Donc, de prendre un bon manager, il va mécaniquement engendrer des personnes avec lui qui vont être performantes. Mais si demain, tu devais reprendre la charge du recrutement dans une équipe où tu as des profils qui sont vraiment des pommes pourries et d'autres, au contraire, que tu as envie de faire venir qui sont très bons, comment tu mets le curseur et par quoi tu commences? Alors, enfin, déjà, c'est important de préciser un point, c'est que il n'y a pas. Mon livre est un peu élitiste sur certaines de ces. En tout cas, la manière, sur certains mots utilisés.
Il est important de préciser une chose, c'est qu'il y a pas une note, tout salarié n'a pas une note sur sa tête de est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Parce que la réalité, c'est qu'un bon recrutement, il est très très dépendant évidemment de la mission, de la culture et de ce qu'on attend de, L'adéquation. de l'adéquation. Donc on peut être très bon dans une entreprise donnée pour une mission donnée et beaucoup moins ou pas du tout dans une autre entreprise avec une mission équivalente mais une culture différente, etc. Et puis on n'est pas toujours les mêmes, on peut se développer. Donc quand on utilise le mot les meilleurs, je le précise, c'est important, c'est le meilleur pour une mission donnée à un moment donné, et puis pour une culture d'entreprise donnée. C'est un premier point que je voulais préciser. Deuxième point, c'est quand on a un sujet de performance un peu large. Mon conseil est général, mais il est de s'attaquer, si on a des arbitrages à faire, plutôt à la direction d'une équipe. Souvent, on voit dans les entreprises, les PME, une équipe, par exemple, opération, logistique, ça se passe pas très bien, et puis le manager va partir pour une raison X ou Y, et puis en effet, dans l'équipe, il y a quelques personnes qui manifestement sont plus totalement à leur place. Vraiment, mon conseil dans ce genre de situation, c'est de passer beaucoup, beaucoup de temps sur la direction de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut un bon manager d'équipe, il est capable lui aussi d'aller ensuite engager le mouvement et aller créer sa propre équipe. Le bénéfice de ça, c'est de passer beaucoup de temps à recruter la très bonne personne pour diriger, sans s'attaquer tout de suite, même si parfois c'est très difficile, parce qu'on a des pressions opérationnelles au quotidien, mais sans tout de suite s'attaquer aux joueurs de change. J'utilise cette expression sans aucun manque de respect pour quelqu'un qui dépendrait de ce manager. Et justement, est-ce que tu as en tête un exemple dans les nombreux recrutements que tu as pu faire? Tu nous diras peut-être, si je ne sais pas si tu as un nombre en tête, ça doit être probablement plusieurs milliers aujourd'hui, en tout cas de personnes rencontrées en entretien, d'un recrutement qui a tout changé. Alors, plusieurs milliers de personnes en entretien, oui. Plusieurs centaines de process, oui. J'ai un exemple ça fait très plaisir de le citer, et c'est pour montrer que ça peut être à tout moment de la vie d'une entreprise. La société WeHelp, une société formidable qui fait de l'aide à domicile pour les personnes âgées. Donc Carla était l'associée au lancement. Elle avait deux cofondateurs principaux, Pierre-Manuel et Victor, et il manquait en fait, on s'est vite rendu compte qu'il manquait une troisième femme ou un troisième homme avec une compétence plus technique, technologique, mais assez business quand même, parce qu'on n'était pas dans du pur développement logiciel. Et c'est un recrutement sur lequel je suis intervenu avec les fondateurs, bien entendu, donc une sorte de recrutement de cofondateurs qui a vu l'arrivée de Bastien, qui est un élément, fondateur systémique dans le succès de WeHelp. Donc oui, c'est des recrutements qui changent tout. J'ai beaucoup d'exemples aussi de recrutements dans des sociétés beaucoup plus avancées qui à un moment décident d'aller chercher des compétences extérieures, donc des personnes qui parfois vont être un peu plus âgées en moyenne, si les fondateurs étaient jeunes, et qui réussissent l'espèce de greffe d'un profil plus expérimenté venant d'univers différents, avec des jeunes start-upers brillants et parfois un peu déstructurés. Ça ne marche pas toujours, le taux d'échec est souvent élevé, mais quand ça fonctionne, le succès est formidable ensuite. Alors moi, c'est vrai que j'ai moins cette culture-là parce que je viens plus de l'univers de la boîte de conseil que de la start-up, mais souvent il y a un peu ce débat entre est-ce qu'il faut des gens avec beaucoup de potentiel très polyvalents ou alors des spécialistes quand on démarre une start-up. Est-ce que tu as des conseils là-dessus ou ça dépend vraiment de la mission, des postes nécessaires en question? Là, c'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre avec une formule générale un peu à l'emporte-pièce. Ce qui est sûr, c'est que ça commence par la bonne compréhension de ce qui est absolument fondamental à la réussite de son entreprise. Ça peut paraître un peu bête à dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on va réussir dans les 3, 4, 5 ans à venir? Et essayer quelles sont les compétences qu'on a? Et donc là, ça renvoie à l'analyse de ses forces et de ses faiblesses. Il faut accepter de le faire, donc l'analyse des fondateurs et de leurs équipiers. Et du coup, qu'est-ce qui va nous manquer pour réellement réussir dans les années qui viennent? Et là, on va commencer à pouvoir répondre, est-ce que ça va être des compétences plus techniques ou est-ce que ça va être des compétences plus managériales? On parlerait des soft skills. L'expression est un petit peu utilisée un peu trop fréquemment, mais en tout cas, ça, c'est le premier point de réponse. Donc, on part vraiment de la réalité de ce qu'on est, de ce qu'on a et de ce dont on a besoin. Et ça, c'est bien de se le dire entre fondateurs et éventuellement avec ses investisseurs si on en a.
et c'est ça ce qui permet de définir la bonne organisation. Après, le deuxième point, c'est que pour répondre là cette fois-ci de manière générale, les sujets de culture, de principe, d'engagement, les quelques grandes qualités humaines qu'on peut trouver chez quelqu'un, bah là par contre c'est fondamental et c'est systématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous parfaits, on se comprend bien, mais être capable vraiment de mettre les qualités d'engagement, de générosité, de sens de l'équipe, de capacité à se développer, à écouter, de vraiment les mesurer et de les intégrer à la prise de décision, ça c'est absolument fondamental. Et elles ont rarement moins de 50-60% de poids dans la prise de décision sur l'espèce de scorecard général de mon expérience. Alors on va y venir juste après parce qu'il y a tout un tas de critères et de mots que tu utilises dans ton livre. Peut-être pour être un tout petit peu en amont de ça et t'en parler tout à l'heure, ces fameux profils stars et players, alors effectivement, quel que soit le nom qu'on leur donne, et effectivement, le contexte va jouer énormément pour être pertinent par rapport à un poste ou non, mais comment est-ce qu'on fait la différence pour se dire qu'il faut vraiment avoir ce type de profil pour un poste donné? Prenons un exemple avec un sales director. On a une boîte de 15-20 personnes et on cherche un sales director. Comment est-ce qu'on peut se dire, bah là, il me faut un profil star et qu'est-ce qui va faire la différence? D'une manière générale, la question, me semble-t-il, elle est un peu plus sur de qui a-t-on réellement besoin, parce que quand on a répondu à ça, on a intérêt à avoir des profils stars. C'est-à-dire qu'on a intérêt à avoir un stagiaire star, on a intérêt à avoir quelqu'un au centre d'appel, même s'il est dans la réception d'appel, star au sens le meilleur possible. On n'est pas tous voilà, des grands dirigeants d'entreprise, mais on peut tous être stars à notre manière dans un poste donné. Donc ça, c'est... Je pense que dès lors qu'on a défini un poste, qu'on est assez sûr ou qu'on est certain qu'on veut embaucher sur ce poste-là, là, ça vaut le coup pour tout poste d'aller vraiment rechercher la performance parce que bah, c'est ce qui fera la réussite du poste et c'est ce qui fera la réussite de l'entreprise demain. Ça, on pourrait en parler des heures, mais évidemment que les meilleurs recrutements de dirigeants, très souvent, ils viennent de promotions internes. Et c'est en ayant été exigeant du stagiaire le plus court sur 2-3 mois aux dirigeants de filiales qu'on arrive à créer le potentiel d'évolution de la société de demain. Donc, ambition d'avoir des profils stars, on appelle ça comme on veut, ou en tout cas très bons, vraiment un niveau de motivation très fort quand on trouve la personne pour chaque recrutement. Ensuite, la question c'est à partir de quand on se dit, pour reprendre ton exemple de directeur commercial, à partir de quand est-ce que j'ai besoin de ce directeur? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un junior, senior, etc. Là, on rentre vraiment dans qu'est-ce qui est bon pour mon entreprise en termes d'organisation. C'est un point fondamental, puisqu'en général, moi, mon expérience dans les erreurs de recrutement, quasiment une fois sur deux, la raison pour laquelle il y a une erreur de recrutement n'est pas un problème du candidat lui-même, mais un problème de définition de la personne qu'on a cherchée. C'est donc un problème à l'étape que tu viens d'évoquer. Et alors justement, comment on fait très spécifiquement là-dessus pour avoir le cadre qui soit le plus pertinent possible et partagé évidemment par l'ensemble des personnes responsables dans l'entreprise? 2-3 éléments de réflexion. Premier point, c'est on part de ce qu'on veut faire et de l'avenir. Donc on ne se dit pas qu'on a besoin de quelqu'un pour diriger l'équipe commerciale, pour reprendre l'exemple maintenant. On a besoin de quelqu'un pour réussir notre ambition à, mettons, 2 ans. Je crois que c'est la durée que tu prends dans le livre aussi. Parce qu'au-delà, ça commence à faire un peu long. Donc, surtout pour des startups qui évoluent énormément. Mais on peut discuter. En tout cas, on réfléchit à ce qu'on veut faire, on va dire à moyen terme. Est-ce qu'elle est capable de nous emmener là-bas, en fait? Comment on fait pour arriver à ça? Okay. Et on se met vraiment pour réussir le plan, son ambition, son rêve. On ne se met pas pour gérer les problèmes du quotidien. Et Dieu sait qu'on en a. Je sais bien que souvent, on recrute sous la pression des opérations. On l'a tous vécu. Donc, on prend du recul, on se dit qu'est-ce qu'on veut réussir. Maintenant, on reprend ton exemple, on veut réussir le passage d'une équipe de 15 commerciaux à 30 commerciaux, parce qu'on est en croissance très dynamique, on sent qu'on a plein d'opportunités. OK, ça, c'est ce qu'on va faire dans les 2 années qui viennent. Maintenant, quelles sont nos forces? Qui est dans l'équipe? Qui peut éventuellement évoluer? Quel est le rôle des dirigeants? Est-ce qu'ils sont capables de donner plus en commercial ou est-ce que non, ils sentent leurs limites? Peut-être même qu'ils n'ont plus envie d'en faire. Bon. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on atteint des limites très fortes ou pas? Est-ce qu'on a donné la chance à l'évolution au sein de l'équipe? Parfois, on oublie. Il y a des statistiques passionnantes qui disent qu'on a toujours c'est une moyenne. On donne toujours un peu plus de valeur à des personnes à l'extérieur qu'à l'intérieur de son organisation. C'est un peu
l'herbe est plus verte ailleurs. Faire attention à ce point-là. On a parfois de très bons éléments. Il faut accepter aussi, notamment toute la dimension de formation, de prise de temps avec eux pour leur permettre de passer à l'étape d'après. Quand on a pris tout ça en compte, on commence à définir, et on se dit, bon, on a besoin de quelqu'un extérieur, on commence à définir un profil qui va être capable de réussir le plan dans 2 ans. Donc, on ne va pas rechercher, en reprenant l'exemple, quelqu'un capable de manager 10 ou 15 personnes, mais quelqu'un capable de manager 30 personnes. Est-ce que tu pourrais aussi challenger en même temps une personne en interne et une personne que tu viendras en externe, et dans un même process? Tout à fait. Et ça arrive, les grands groupes le font tout le temps. Et plutôt bien, ou en tout cas avec des vrais process, des vraies règles. C'est plus difficile dans les startups parce qu'on est moins habitué à ce type de situation. Mais c'est tout à fait possible. Il faut être, je pense que là, la transparence est un bon conseil pour pas décevoir quelqu'un qui ne serait finalement pas pris en interne. Et c'est Ouais. là où le fait de bien définir l'ambition et du coup, à moyen terme, et du coup, les 2-3 critères fondamentaux dont on a besoin, les qualités fondamentales dont on a besoin pour réussir ce plan à 2 ans, vont être un moyen, peut-être discutable, mais au moins factuel, de dire à une personne, écoute, tu es un peu loin pour réussir ça, c'est la raison pour laquelle on va recruter à l'extérieur. Ou au contraire, tu n'y es pas complètement, mais on pense que si tu fais cette formation-là pendant 1 mois avec ce coach, etc., écoute, on y va, feu, parce que tu répondras à ce moment-là, globalement, aux critères de sélection qu'on met en place. Donc, tu as ce plan-là sur 2 ans. Et ensuite, comment est-ce que tu te mets d'accord sur les différents critères et pour, in fine, essayer d'attirer finalement ces profils-là? Donc, on part du business et de ce qu'on veut réussir. On commence et puis, on se dit un peu plus qu'on veut passer de 15 à 30. C'est-à-dire qu'on fait les grandes lignes du plan business. On veut attaquer cette nouvelle région. On veut des partenariats stratégiques avec un tel, un tel. Bon, on fait une stratégie, les grandes lignes, et on se demande ce qui va nous manquer pour la réussir. Et ça va commencer ça va commencer à définir un peu le portrait robot, portrait type de la personne dont on a besoin. Premier conseil, partir du business, partir du plan. Deuxième conseil, prendre du temps entre fondateurs et avec les investisseurs sur ce plan pour se caler sur, en effet, les critères clés. Si on est une équipe, c'est très important. Souvent, on voit des process de recrutement qui partent très vite et on a en fait cette discussion sur le portrait robot 2-3 mois après avoir lancé le processus. C'est mieux de l'avoir en amont. Ça paraît très scolaire à dire, mais il faut vraiment faire attention à ça. Troisième point, si on est sur des recrutements un peu nouveaux, et je pense que ton exemple, c'est le cas, on est en train de créer le management d'une équipe commerciale, il faut vraiment absolument aller discuter avec des entrepreneurs dans des sociétés plus avancées. Alors ça peut être des investisseurs, ça peut être d'autres types de profils, mais c'est quand même bien d'être avec des entrepreneurs. Un tel a une société 3 fois plus grosse, il est passé un peu par ce type de structuration, même s'il n'est pas sur le même secteur, c'est pas grave, vraiment prendre ce temps-là, parce que les entrepreneurs sont toujours prêts à prendre du temps. C'est-à-dire que quand on leur demande 95 fois sur 100, ils vont dire avec plaisir pour un café, une demi-heure de call. En faisant ça, vous allez vraiment évoluer. Vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, ce retour d'expérience, il est très intéressant. En fait, je vais adapter ça dans le profil dont j'ai besoin. Donc ça, c'est un premier bénéfice très important. Puis parfois, vous allez même avoir des premiers noms de personnes, parce que la personne, en vous aidant, elle va se sentir finalement impliquée dans votre recherche et elle va dire, mais tiens, je pense à quelqu'un qui pourrait être intéressé, etc. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Vraiment, ce triptyque, penser business long terme, prendre réellement le temps avec ses cofondateurs, avec les dirigeants de la société, de poser le portrait type et les grandes qualités dont on a besoin, et ensuite prendre du regard extérieur et ne pas... il ne faut pas foncer. C'est le seul moment, je pense, du process de recrutement où il faut poser un peu le jeu. Il faut Prendre son temps. Il faut prendre un peu son temps. Il faut prendre 1 à 2 semaines pour définir ce portrait type et ensuite on peut commencer à recruter. Oui, parce que comme tu le disais, si on se plante un peu sur le portrait type, c'est le risque maximum de se planter sur le recrutement, in fine. Risque énorme. Ouais. Énorme. Et c'est vraiment, je le dis, c'est pas... Et on l'a tous vécu, donc ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que le portrait type est facile à écrire. Mais c'est vraiment un risque important. Si de toute façon on se trompe là-dessus, on est à peu près certain, enfin, pas certain, mais ça devient très probable qu'on rate le recrutement et ce ne sera pas la faute des candidats. Ouais, la grille de départ est un peu décalée dans tous les cas. Oui, c'est ce qu'on dit dans l'armée, quoi. Quand l'ordre est bon, le job est bon. Bon, c'est pareil dans la tech, hein. Quand les specs sont clairs, le dev est bon, c'est pareil dans le recrutement. Si vous n'êtes pas clair sur qui vous cherchez, ça va. Et en général, vous allez passer beaucoup de temps. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez changer d'avis au cours du process. Ce qui peut arriver, mais Ouais. plus vous allez vous poser au début,
plus vous évitez ce risque-là. Et alors, mettons que du coup, le portrait robot soit relativement clair. Comment tu fais pour essayer d'attirer finalement ces meilleurs talents? Alors, le dernier point sur le portrait robot, c'est d'essayer d'écrire une dizaine de compétences ou de qualités dont on a besoin. Ça peut être un peu plus. C'est très important, c'est de hiérarchiser les 2-3 principales. Ça, c'est important parce que ça amène les bonnes discussions entre décisionnaires. Est-ce qu'on a d'abord besoin, pour ce poste de directeur commercial, d'un manager? On commence à avoir une équipe de 15 personnes, faut l'organiser, on sent que parfois c'est un peu dès qu'il y a un cas dur, c'est difficile. Enfin, est-ce que c'est ça notre attente numéro 1 ou est-ce qu'on a besoin par exemple de quelqu'un capable de lui-même aller signer des contrats ce qu'on appelle un performeur individuel, quoi, fondamental? Est-ce que c'est d'abord l'exécution de la personne elle-même ou c'est sa capacité d'organisation? Tu vas me dire, mais on veut les deux, peut-être. Mais si on doit absolument hiérarchiser les deux, s'il y en a un qui est excellent sur une des deux et qui est bien sur l'autre, on va préférer quoi? Question fondamentale. Et ça, on essaie de le faire avec les 3-4 qualités clés. Ça va aider, ça va nous rendre tous un peu plus intelligents sur de qui on a réellement besoin et ça fait poser des questions de stratégie très intéressantes sur l'entreprise. Tu parles de 3-4 qualités clés, une dizaine, je crois que tu en prends une dizaine, douzaine dans ton livre aussi. Comment est-ce que tu les définis? Parce qu'on peut aller sur une liste infinitésimale, infinie Bien sûr, de, bien sûr, et on de aurait qualités. tous envie de... Non, alors... Comment tu fais la différence entre une qualité clé pour un poste et une qualité qui est importante mais non indispensable? Oui, alors c'est aussi, j'en reviens au conseil d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs et j'en reviens au conseil d'avoir fait son plan à moyen terme et d'avoir posé les principales composantes de ce plan. Si dans le plan, on a le lancement de l'Allemagne, peut-être que dans les qualités non discutables, il faudra que cette personne, elle ait déjà fait du développement international. Donc, il n'y a pas de règle absolue, si ce n'est qu'on regarde ce dont on a besoin, on essaie de l'ordonner. Donc, c'est le business qui dicte tout ça. Et puis, on écoute beaucoup, si c'est possible, 3, 4, 5 entrepreneurs ou conseils à viser autour de soi. Et là, on commence on peut d'ailleurs leur montrer la grille avec la dizaine de qualités et celles dont on pense qu'elles sont les plus clés. Et là, on va commencer à cheminer pour arriver à cette espèce de hiérarchie. Comment on fait pour être à 10 et pas 20 À 20, en fait, ça va devenir... parce que l'idée de ces qualités, c'est de les évaluer Tester, quand tu ouais. verras les candidats. Donc, il faut quand même avoir une vraie... il faut mettre du contenu, entretien après entretien. À 20, ça va devenir vraiment ingérable. Et puis, on aura des qualités qui seront un peu comprises dans d'autres. Enfin, donc, on essaie quand même de faire un top 10 ou top 12. Si on est sous 5 ou 6, on va louper des choses. On va pas parler de choses fondamentales. Donc c'est pour ça qu'on est souvent autour de 10. Sincèrement, j'ai pas de conseils absolument arrêtés à l'unité près. Tu nous parlais un peu de pondération, en tout cas d'importance, de degré d'importance d'une qualité envers une autre. Comment est-ce que tu fais aussi pour finalement noter là-dessus? Est-ce que c'est par rapport à la méthode? Est-ce que les gens doivent faire des notes sur 10, des lettres? Enfin, comment s'organiser pour aussi que les différents intervenants se comprennent dans l'entreprise? J'ai un conseil qui est très scolaire, qui consiste à prendre des notes, ou en tout cas, si on a du mal à prendre des notes pendant l'entretien, à noter ces notes, à les synthétiser à la fin de l'entretien pour ne pas oublier les ressentis et les impressions qu'on a eues durant l'entretien. Donc, quand on est plusieurs à évaluer un candidat, ce qui est une bonne chose, c'est recruter seul, c'est plutôt dangereux. Mais ce qui est bien, c'est de reprendre la scorecard, qui est donc en fait tout simplement un fichier, avec, mettons, la dizaine de qualités qu'on souhaite tester. Et puis, qualité après qualité, que chacun des intervieweurs, chacun des personnes qui sont impliquées sur le process rendent des informations, des observations, en allant dire, on voulait du management de plus de 30 personnes sur au moins 2 ans, par exemple, qualité numéro 1 pour le directeur commercial. Voilà moi ce que j'ai noté sur ce que la personne a vraiment fait en management. Voilà ce que j'ai testé, etc., etc. Donc, écrire les choses. Pourquoi? Parce que si on n'écrit pas les choses, sur un processus où vous allez voir 12 candidats qui va durer 4 mois, et ces 12 candidats auront été vus en moyenne par 4 personnes, ça fait 48 notes de rendez-vous. Et bien, en fait, au bout de 2-3 mois, au moment de prendre la décision, on perd de l'information. Mais vraiment, on perd de l'information. Et c'est aussi une manière de partager au cours du processus ce qu'on a déjà vu et du coup, d'aller communiquer entre intervieweurs lors d'un process. Très important de prendre des notes. Puis pour te répondre, oui, ça nous arrive, je vois autour de toutes mes sociétés associées, et puis moi-même, je le recommande de mettre une sorte de scoring sur 4 ou 5. Encore une fois, il ne s'agit pas de noter la personne, il s'agit de noter
L'adéquation. de noter un profil par rapport à nos attentes. Donc, on n'est pas bon ou mauvais en management. On est plus ou moins en adéquation par rapport à ce qu'on souhaite pour un poste donné. Ouais, donc c'est pas une scorecard, les gens doivent pas le voir comme un bulletin de notes, mais vraiment comme une sorte d'adéquation entre le profil en question et le poste ouvert à un moment Exactement. donné. On a noté les attentes. Si on disait en management, à manager au moins 30 personnes sur 2 ans avec dans un contexte international, voilà, c'est ça ce qu'on pense être top. Et ben, si quelqu'un a fait 30 personnes pendant 5 ans, mais sans contexte international, on va peut-être dire que c'est pas éliminatif et que ce sera, on est peut-être à 3 sur 4. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Oui, tu te rapproches de ce qui peut être intéressant si tu détectes justement dans l'entretien ces qualités-là, mais c'est pas forcément indispensable pour arriver au plan des 2 ans. Alors ça ensuite, c'est une autre petite finesse, c'est qu'on peut considérer que certaines qualités sont indispensables. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon on va tomber dans le célèbre mouton à 5 pattes. Mais si on a considéré par exemple que le développement international était une compétence obligatoire, parce que ça devient absolument fondamental pour la réussite du plan, on revient toujours à ça, Bien sûr. bah, du coup ça devient un critère dur. Et il faut bien réfléchir avant de le mettre, mais du coup ça permet de trier plus facilement et de savoir plus facilement vers qui on ira quand on chasse. On a notre portrait robot, on a notre scorecard qui est bien établi, et maintenant, euh, mettons que je sois un entrepreneur et que j'arrive pas à trouver les bons profils. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois m'y prendre? C'est quoi les étapes? L'étape, l'étape après, c'est de faire une job desk, enfin une fiche de poste qu'on va être capable de communiquer à des candidats. Celle-là, c'est pas celle qui fera tomber les candidats par magie, mais elle est importante parce qu'il faut rendre cette offre maintenant communicable, sexy. Il faut être capable de parler de son entreprise. Ça, c'est un élément qui est important, c'est que on a parfois, ou assez souvent même, quand on voit les propositions d'emploi, des discours un peu convenus. Vous serez en charge de, etc. C'est un peu des mots qui reviennent les mêmes. Donc il faut essayer de parler de son entreprise, de sa vision, de son ambition, de manière vendeuse, au sens tout à fait noble du terme, agrémenté de photos ou de vidéos. On fait ce qu'on peut en fonction de la taille de son entreprise, mais si vous êtes capable de mettre des choses plus affectives, plus attirantes, bah, évidemment, ça change tout. Et donc, ce n'est pas du tout un détail d'aller prendre du temps pour faire une offre d'emploi, même pour un dirigeant ou pour un manager sur des positions plus sérieuses, qui soit attirante, sans être évidemment fausse, erronée ou mensongère. Hein, on est d'accord. En soulignant aussi bien l'importance du poste dans la réussite de l'entreprise. Mais en allant au-delà d'une formule convenue. Ce n'est pas vous serez engagé sur un... Non, c'est responsable du service client. C'est notre élément de différenciation absolument clé sur lequel on veut devenir une référence. Voilà, on théâtralise et on met de l'importance là-dessus. Ensuite, quand c'est fait, on peut commencer, de décaler la réponse à ta question. Il y a plein de méthodes pour essayer de rencontrer des candidats, mais il y en a une. Alors là, je me mets sur des postes, on va dire, un peu critiques, donc de management, de direction d'équipe, de petites équipes, mais voilà, management au sens général et dirigeant. Il y a un conseil, c'est de toujours chasser. Ne pas attendre simplement que des propositions, que des offres, des CV tombent, ce qui est très bien si ça arrive, mais de vraiment Être proactif dans la démarche. d'être proactif. Voilà. On a pris le temps de bien définir, donc c'est bien parce que comme on a défini le candidat, du coup, normalement, on sait un peu plus de qui on a besoin. Et se dire, on va rajouter une étape, c'est, OK, quelles seraient un peu les sociétés intéressantes dans lesquelles ce portrait type pourrait avoir travaillé? Alors, il faut essayer d'avoir un peu d'imagination, pas simplement prendre des concurrents ou des sociétés, bien réfléchir à ça, et ensuite faire des recherches sur LinkedIn. Oui, puis tu le disais dans ton livre, le taux de succès d'un CEO qui finalement enverrait un message serait plus important que n'importe quelle autre personne dans la société. Au-delà du fait que il y passe du temps, ça puisse infuser dans la culture, être partie prenante dans ses décisions. Euh, Là aussi, tu en parlais un tout petit peu, il faut parfois faire un peu de quanti pour faire du quali. Ça peut être quoi le rythme? Je reprends parce on a commencé avec l'exemple du directeur commercial. Demain, on veut trouver un directeur commercial. Combien finalement de emails ou de messages sur LinkedIn on devrait envoyer et tenter qu'on ait bien ciblé les profils à qui on Oui, envoie un message? oui, non, c'est une très bonne question et on en avait un peu parlé. Je sais que c'est des choses que tu maîtrises en plus, en plus bien. Ce qui est pas mal, c'est un peu comme dans un processus commercial, c'est de se donner des ordres de grandeur. Alors bien sûr, c'est des estimations, c'est de se dire, voilà, un bon procès. Alors là, on est sur un responsable important. Donc c'est un poste, il faut investir du temps sur ton exemple.
Euh, Moi, mon expérience sur le type de poste de management, avoir une 12-15 personnes qui vraiment viennent en entretien dans l'entreprise, c'est un bon chiffre. C'est-à-dire que s'il y en a 3-4, ce sera trop peu. Je ne dis pas que ça ne fera pas un bon recrutement, mais se dire, mon ambition, c'est d'avoir une quinzaine de personnes ciblées qui viennent en entretien dans l'entreprise. Ça, c'est une bonne ambition. Et on va essayer de faire ça en 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, en faisant ça, on se dit, OK, pour qu'il y en ait une quinzaine qui viennent, je vais faire, mettons, ce que font beaucoup d'entreprises, un premier appel d'échange pour être certain que voilà, il y a une bonne compréhension des deux côtés. Donc, on parle parfois de screening call Une précale ou quand voilà. on utilise les préqualifications en français, c'est très bien aussi. En se disant que quand on fait ce type d'approche un peu légère au téléphone, on a à peu près 50% qui vont passer à l'étape d'après, parfois un peu moins. Donc, si je veux voir 15 personnes vraiment en entretien plein, ça fait peut-être une trentaine, 30-40 à avoir au téléphone. Et là, ensuite, je vais commencer à en déduire en regardant la conversion des personnes à qui j'écris qui acceptent à avoir un premier contact au téléphone. Je vais commencer à en déduire et répondre à ta question. Quel est l'effort que je dois... Quel est l'effort, du coup, semaine après semaine, si je pars sur 6 semaines? Alors, c'est théorique, parce que si on n'a pas réussi au bout de 6 semaines, en fait, on continue, on ne sait pas. Bien sûr. Mais je me dis, voilà, je veux parler à une quarantaine de personnes au téléphone. Mettons qu'il y en ait 1 sur 5, ce qui est déjà pas mal, qui, quand je les contacte, acceptent, se déclarent un minimum intéressé parce que j'ai fait un message un peu sympa. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus, tu évoquais des taux bien plus élevés, mais mettons 1 sur 5. Ça veut dire que pour avoir 40 personnes au téléphone, il faut écrire 200 fois. C'est très théorique. Il ne faut pas regarder que ça. Il faut pas être. Mais ça permet de donner de mettre en perspective. Ouais. Voilà, et un ordre de se dire, OK, si je veux faire ça en 6 semaines, il faut que j'envoie une trentaine de messages par semaine. Et c'est pas il faut en faisant n'importe quoi. C'est évidemment, elles doivent être ciblées. Je dois être content des personnes à qui j'écris. Je dois vraiment sentir qu'elles rentrent bien dans cette scorecard. Mais c'est intéressant de se donner ces ordres de grandeur parce que cette dimension commerciale, sales, conversion du recrutement n'est pas vulgaire. C'est une des réalités du métier de la réussite sur un bon recrutement. Oui, puis plus on est précis dans le profil type et de la personne qu'on va contacter, plus on va avoir un message, on va dire, adapté, court par rapport à la personne. Il y a assez peu de raisons qu'elle ne réponde pas, même si elle n'est pas intéressée. Donc en réalité, ça dépendra aussi beaucoup du contenu, de la manière dont on va aborder la personne. Oui, et puis c'est fait pour s'adapter. Donc il y a pas c'est pas un problème de se dire au bout de 2 semaines, je m'étais trompé. En fait, c'est un énorme succès. Une personne sur 2 avec qui j'écris a envie de me parler. Du coup, je vais baisser un petit peu peut-être le volume de personnes que je contacte, quitte à être encore plus sélectif sur les profils qui m'intéressent. Donc c'est un process itératif. Il ne s'agit pas de se flageller, mais c'est intéressant que l'équipe de recrutement se penche sur cette espèce de document des différentes volumétries à chaque étape. Donc tu disais une quinzaine potentiellement de personnes qu'on va venir faire rencontrer ou rencontrer en entretien. Et effectivement, la chasse est souvent perçue comme quelque chose qui est attenant à des spécialistes du recrutement. Mais donc là, on voit bien que c'est les fondateurs qui doivent, en tout cas, sur une grande partie de leur temps, aussi mettre la main à la pâte. Et c'est une évidence. Donc ça, c'est une première partie des personnes qu'on pourrait faire venir en entretien. Quels seraient les autres axes pour essayer de faire venir, avoir un afflux de personnes? Alors vraiment, ce 15 reste théorique. Il ne s'agit pas on peut très bien réussir en ayant vu 7 ou 8 personnes. Il n'y a pas de problème. Il y a un deuxième canal et j'enfonce des portes ouvertes, qui est le réseau, qui est tout aussi important que la chasse, et qui demande un peu qui là encore, avec une approche un peu scolaire, au bon sens du terme, peut voir ses effets démultipliés. Le réseau, c'est prendre le temps déjà de bien définir son réseau. On a souvent des personnes qui sont très aidantes, mais qu'on sollicite pas, en fait. On ne sollicite pas. Et toute personne, toute entreprise a des amis inconnus parfois. Alors, ça peut être le super comptable qui en fait connaît toute la terre entière. Ça peut être les anciennes personnes qu'on a eues en process de recrutement, mais qu'on n'a pas embauchées parce que ça ne le faisait pas en termes de timing, etc. Donc ça, c'est des personnes souvent très intéressantes. Ça peut être les entrepreneurs amis qu'on est allé voir, on en parlait en début de podcast, pour prendre de l'information sur le profil idéal. Ça y est, il est fait, 3 semaines après, on envoie un petit email, tiens, encore merci pour ton aide. Tiens, pour information, ça y est, on a défini le profil idéal, n'hésite pas si tu vois passer. Donc, il faut de l'ambition. Le coût d'activation du réseau, il est faible par rapport à la chasse. Mais il faut prendre le temps
et ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide, d'aller soumettre. Et puis avec emphase, on est sur un super poste, c'est une super opportunité. Alors évidemment, ça marche un petit peu plus sur les postes de manager, de dirigeant. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce réseau, il faut aussi, dans le temps, et c'est peut-être un peu évident, mais savoir donner aussi. Donc, se dire, j'ai cette trentaine de personnes que j'ai sollicitées. Et puis Comment là, je peux les aider, quoi? j'ai deux candidats top en fait, que je ne vais pas pouvoir prendre parce qu'en fait, j'en ai un autre top que j'ai embauché. Donc, ils sont là. Et en fait, je me rappelle que ces trois personnes, elles sont dans ce domaine-là. Donc, prendre vraiment le réflexe de partager. Beaucoup de personnes l'ont, mais parfois, ça peut juste ne pas être naturel. Hein. C'est pas dire que la personne ne veut pas. Donc, dites-vous que dès que vous... Il ne faut pas donner pour recevoir en calculant, parce que ça, c'est pas... Mais voilà, il faut rentrer dans ce jeu du partage. C'est pay it forward, c'est finalement, plus on en fait pour les autres, plus mécaniquement, à un moment donné, Voilà, les gens ont ce réflexe-là aussi. Et puis, c'est un des grands bonheurs de l'entrepreneuriat, je trouve, de s'aider, filer des coups de main. Donc, il faut vraiment rentrer dans ça. Et puis, alors, il y a un autre point qui est très important, c'est de former ses propres équipes, en commençant peut-être par les dirigeants, mais ça peut concerner tout le monde, à activer ce réseau. Et C'est la cooptation, finalement. c'est la cooptation, mais c'est déjà, ça commence, avant même de parler parfois on est rémunéré pour ça, mais avant même de parler de ça, c'est déjà de partager la criticité du recrutement. En fait, le réseau, il donne des recrutements qui, en moyenne, sont plus souvent des succès que n'importe quel autre canal. Pour plein de raisons, c'est étonnant. Donc, il a une valeur exceptionnelle. Et quand on est dans une équipe, vous dirigez le produit dans une entreprise qui fait du logiciel et vous cherchez à recruter au sein de votre équipe, vos collègues du comité de direction, s'il existe, au marketing, à la finance, ils peuvent être de très bonnes idées. Donc, il faut qu'ils fassent l'effort. C'est pas juste qu'ils mettent un WhatsApp à une personne évidente. C'est qu'ils prennent un quart d'heure, qu'ils se penchent sur leurs adresses, leurs contacts, etc. Et qui ne prend pas trop de risques à demander à quelqu'un qui finalement n'a aucune idée. Hein, c'est pas très grave. Donc, le deuxième conseil, c'est vraiment de mettre toute l'entreprise au service de ce réflexe. Et pour ça, il y a un énorme sujet de formation. Pourquoi c'est absolument critique de réussir le recrutement et pourquoi le réseau amène 30 à 40% des recrutements et encore plus des recrutements réussis. C'est fondamental. Et donc, tout le monde doit aider et le faire réellement en prenant du temps. Est-ce que ça amène au fait de faire participer toutes ces personnes-là au process de recrutement pour qu'elles-mêmes intègrent et comprennent tous ces préceptes, ou c'est plus la culture de l'entreprise, finalement, en se disant, on comprend un petit peu quels sont les tenants de la culture de cette entreprise, on aura plus facilement un accès à des gens qui comprennent cette culture? Là, c'est un très bon point. Si on a impliqué, pour reprendre l'exemple d'un comité de direction, par exemple la personne de la finance qui recrute un numéro 2, c'est intéressant d'avoir l'avis des autres membres du CODIR, même si elles ne sont pas sur le... Alors, on ne peut pas le faire pour tous les process, ça va devenir un peu lourd, mais c'est une bonne manière aussi en effet, d'avancer. Mais je dirais que ça ne doit pas dépendre de ça. C'est-à-dire que si un de mes collègues dit, voilà, j'ai 5 personnes à recruter dans cette équipe, est-ce que vous avez des idées de personnes qui pourraient nous amener des bons profils? Il faut prendre le temps, il faut comprendre pourquoi on le fait. C'est un élément important, voire fondamental d'attente de performance d'un manager ou d'un dirigeant dans une entreprise, c'est d'amener aussi des profils pour l'ensemble de l'entreprise. Et je pense qu'il faut être, quand on est manager ou dirigeant, être capable de le valoriser. Une personne a eu des résultats juste OK, mais a été capable d'amener 2 personnes qui performent très bien. C'est deux très beaux buts de marquer, quoi. Et c'est marrant parce que le constat que je fais avec le peu d'entreprises que je connais, mais en tout cas, c'est que soit c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, soit c'est au contraire quelque chose qui est quasiment inexistant dans la société. Je pense que c'est une très bonne remarque et c'est lié aussi alors, à quelque chose c'est qu'une entreprise qui fonctionne bien, qui vit bien, avec une bonne ambiance, évidemment, ça se fait plus naturellement. Alors que si, pour une raison X ou Y, vous avez des difficultés au sein de l'entreprise, évidemment que ce type de réflexe va être moins simple à mettre en place. Ouais, parce que les gens vont avoir moins tendance à proposer ça à Voilà, d'autres personnes s'ils se sentent pas bien. donc c'est sûr que ça... Et là, pour le coup, le sujet devient moins un sujet de comment faire le recrutement qu'un sujet de D'améliorer. qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise, qu'est-ce que je dois changer. Ouais. Maintenant, on va dire à ambiance donnée, pour un niveau donné, le fait de former, d'éduquer, de communiquer sur le sujet du réseau peut avoir de vrais gros effets. Il m'est arrivé de citer l'exemple de Doctolib qui, très longtemps, communiquait avant même les résultats de ses performances
de satisfaction client ou de vente sur les cooptations, les apports du réseau au sein de l'équipe Doctolib. C'était la première information des réunions d'équipe pour valoriser ce qu'ils faisaient et pour montrer combien c'était critique et important. Donc c'est pas quand ça passe devant le... Alors, ça passait pas devant la satisfaction client, Mais c'était un tu me point comprends, essentiel. Ouais. mais c'était un message absolument clé. Ouais. Donc Ça on a l'est vu, toujours, mais je veux dire, c'était plus facile à faire bien passer sûr. quand l'équipe était petite. Donc on a vu la chasse, on a vu le réseau. Est-ce qu'il y a d'autres points fondamentaux pour arriver à attirer ces talents-là? Bah, là, on a les deux leviers quand même qui pèsent le plus. Le dernier qui est la candidature entrante, c'est un peu c'est un peu le bénéfice des sociétés plus connues ou un Sur petit une peu capacité à communiquer mieux ou... organisées ou qui ont des équipes plus importantes, tout simplement. Donc, évidemment, il faut l'activer. Quand on est petite PME ou jeune, c'est sûr que c'est un canal qui, bah, il ne faut pas le négliger, mais en général, il amène un assez faible pourcentage des candidats in fine. Alors, tu en parles un tout petit peu dans ton livre. Dans quel cadre on peut faire appel à des cabinets? Je sais que toi-même, tu es associé à un cabinet qui s'appelle Sonar. Euh, Est-ce que quand on est une toute petite entreprise avec une faible croissance et qu'on n'a pas vocation à passer beaucoup de temps finalement sur le temps long à recruter, ça peut avoir du sens de passer par un cabinet? C'est quoi les bons réflexes là-dessus? Les cabinets, nous, quand je dis nous, donc mes associés, mes entreprises associées, on les utilise assez souvent. Euh, et en effet, ce qui est important, je pense, c'est de bien comprendre pourquoi on les utilise euh, et comment bien travailler avec eux. Moi, mon sentiment, c'est que les cabinets vont amener beaucoup de valeur sur euh, si on est sur le recrutement d'un poste vraiment nouveau dans lequel on n'est vraiment pas à l'aise. Pour recruter un directeur financier, et là vraiment, c'est un petit peu loin pour vous. Vous avez beau écouter vos entrepreneurs amis, euh, bon, vous vous sentez. Donc ça, c'est un bon cas de figure. Et un deuxième cas de figure, c'est vous sentez que c'est un recrutement qui n'est pas facile parce qu'il a fallu il a fallu du temps pour se mettre d'accord, il a fallu peut-être qu'il y a des investisseurs, etc. Donc et que ça va pas être facile, quoi. Il y a, pour une raison X ou Y, à la limite, peu importe. Un bon chasseur de tête, il va être capable de mettre du liant dans le process. Il va être capable aussi d'avoir une relation avec les candidats qui sera plus facile que vous. Donc il va vous donner des feedbacks. Il va aussi vous aider d'ailleurs à mieux recruter. Il va vous dire, s'il est direct, et beaucoup le sont, bah, tu sais, tu as été perçu comme un peu inquiétant là-dessus, etc. Et donc, ça, c'est une grande force, en fait, parce que sans cabinet, on n'a pas ce... Enfin, on peut l'avoir, les candidats peuvent parler, mais il faut reconnaître que le fait d'avoir un tiers va être une force exceptionnelle. Pour Non, ça, on voit un peu ce qui se passe sous l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'on est c'est dans un exceptionnel apport. Bien sûr. S'améliorer, hein, qui est toujours le point fondamental. Et le cabinet peut aussi aider au moment de la scorecard, de la définition de qui on a besoin. Est-ce qu'il peut aussi former des équipes qui ne seraient pas du tout finalement outillées pour pouvoir recruter en disant, je ne sais pas d'ailleurs si Sonar le fait, mais dire on va venir nous entraîner et vous donner les Oui. moyens de pouvoir le faire de manière autonome? Alors, et les autres, je finis, mais je te réponds, c'est une petite question passionnante. Mais les points sur lesquels il faut faire plus attention sur le cabinet, c'est il ne faut pas, en tout cas dans les recrutements importants, il ne faut pas avoir le sentiment qu'on va externaliser le travail. C'est-à-dire, oulala, ça va me prendre en cumulé 4 semaines. Bon, je vais les donner ces 4 semaines à un cabinet. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Un cabinet, c'est un appui, une aide. Mais si vous êtes sur un recrutement important d'une personne qui va dépendre de vous, il faut passer du temps. Donc, le cabinet, c'est une surforce, c'est un moteur additionnel. Mais ça ne doit surtout pas vous exempter d'y passer beaucoup de temps. Parce que à la fin, c'est vous qui recrutez. Et le deal, et il faut convaincre les bons candidats. Attention, les très bons candidats, c'est pas... et c'est avec vous qu'ils veulent avoir la relation. Ça veut pas dire que le chasseur ne les intéresse pas. Mais ce n'est pas avec le chasseur qu'ils vont passer des années et des années. Etc. Donc, là où il faut faire attention avec les cabinets, c'est le sentiment que ça y est, on s'est allégé d'une charge. On l'a facilité, mais par contre, ça reste, il ne faut pas se tromper, ça reste, on est le responsable numéro 1 de la réussite du sujet. La deuxième chose, c'est penser, pour les dirigeants et les managers, que le chasseur va vous amener un réseau énorme et qu'il a déjà un peu votre candidat. Ça peut arriver, sincèrement, c'est un cas assez minoritaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très peu de cabinets, c'est un marché qui est très fragmenté. Les plus grands cabinets, ils connaissent 1% des candidats intéressants. Donc, il n'y a pas vraiment de... Puis les candidats se renouvellent dès qu'ils sortent d'école, donc c'est très... Voilà, et puis surtout, on l'a dit, il faut voir du monde. Donc, c'est pas une valeur... c'est un plus. Je pense que ce n'est pas une raison fondamentale d'aller prendre les conseils
d'un chasseur de tête. L'autre point, c'est que sur la définition de la scorecard, etc., un chasseur, c'est bien, mais c'est quand même, je pense, encore mieux, ou en tout cas tout aussi nécessaire d'aller voir des entrepreneurs si vous n'êtes pas complètement sûr du type de profil. Des personnes qui sont dans le business, aux opérations. Voilà. Ouais. Mais vraiment, le conseil principal, c'est donc pertinent dans pas mal de cas, mais ne pas considérer qu'on va donner la mission, ça y est, Et qu'on qu'elle est l'a sous-traitée. externalisée. Ça, je pense que c'est même dangereux. Oui, parce que c'est s'extraire de ses propres responsabilités. Oui, c'est trop... voilà. Et après, par rapport à ta question de... Formation ou de... voilà, quand les entreprises se développent, vraiment, mon conseil, c'est d'internaliser le recrutement. En tout cas, une partie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une équipe, on grossit, une équipe de 2-3 personnes qui font du recrutement, et puis de temps en temps, un cabinet. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Mais en tout cas, il faut internaliser quand on commence à grossir. Il faut le faire, et il faut le faire avec des personnes qui vont être sur des sujets clés. Des personnes qui dirigent le recrutement, si ce n'est pas la DRH, c'est un profil très important dans l'entreprise. C'est pas une N-3 du dirigeant, un ou une, pardon, N-3 du dirigeant. Ensuite, c'est très très bien d'aller prendre des conseils du recrutement, des cabinets et autres, et en effet, de pas du tout leur dire, voilà, c'est vous qui faites, nous on fait rien, et plutôt de travailler le plus possible en équipe pour aller en permanence s'améliorer, prendre des feedbacks, prendre des techniques, des conseils qu'on aura appris. Devenir toujours meilleur, développer son équipe interne, et de temps en temps, aller pour cette raison aussi prendre des conseils sur le marché pour ne pas être en vase clos et ne rester que sur ses techniques et ses méthodes. Donc pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui n'auraient pas encore lu La méthode pour recruter les meilleurs qui est sortie aux éditions Erol, l'idée c'est quoi? De recruter quelqu'un qui potentiellement a été formé à ces techniques-là directement en interne. Et si jamais ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se former sur ces techniques Alors on peut prendre quelqu'un qui par exemple vient du recrutement. Donc là déjà qui vient du recrutement et dont on a évalué qu'elle avait en effet recruté, cette personne a recruté des dizaines de personnes. Elle peut venir d'ailleurs d'un cabinet de chasse de tête, ça arrive. Elle peut venir de l'interne, notamment si elle est capable de très bien incarner la société, ce qui est une grande force quand on fait du recrutement. Bien sûr. Et si, étant en interne, elle a participé à beaucoup de processus et elle a commencé à s'intéresser au... Donc il n'y a pas besoin d'avoir un MBA en recrutement pour devenir recruteur d'une entreprise. Il faut aimer ça, il faut comprendre le parcours. Et puis il faut ensuite, comme on le disait, rester extrêmement ouvert. Quand on est capable de faire son métier en allant voir des collègues d'entreprises équivalentes ou plus grosses, en essayant de trouver les meilleures idées, les meilleurs mentors, et soi-même de partager. En général, on s'améliore mois après mois. Donc c'est un très beau métier qui est très ouvert en fait en type de profil qui vont pouvoir convenir. Oui, puis il y a plein de gens qui sont en reconversion. Moi, j'ai recruté des gens qui sortaient de master de langue ou de philosophie qui n'avaient rien à voir. Et puis, on sentait simplement un attrait pour l'humain parce que c'est de la matière première qu'on traite au quotidien. Donc, ça, c'est extrêmement riche. C'est les plus beaux parcours. On parle de diversité. Ça, c'est des exemples exceptionnels. Chez Doctolib, on a eu longtemps une personne remarquable qui a fait plein de choses, qui était là au lancement. Et était même en charge de la finance et qui ensuite a pris en charge tout le recrutement de Doctolib. C'est pas commun parce que souvent on a l'impression que c'est très analytique d'un côté et très humain de l'autre. Et il se trouve qu'elle avait cette personne avait toutes les qualités pour réussir. Donc il y a pas de c'est des parcours où il faut on peut prendre des risques aussi sur justement pour pas forcément prendre des personnes d'RH. Je veux pas dire que les personnes d'RH ne seront pas bien, mais c'est pas une obligation. On peut être on peut avoir des parcours très différents pour devenir manager, recrutement, talent hire. Enfin, il y a plein d'acceptions possibles. Alors, pour faire une transition sur tout ce qu'on a dit avant, qui était le préalable pour avoir les bonnes personnes en entretien, quand on regarde finalement le succès d'un profil dans une boîte, rien ne dépasse en termes de critères pour sélectionner la personne, ce qu'on appelle les entretiens structurés. Alors évidemment, ça fait partie de ce dont tu parles. Est-ce que là-dessus, tu peux nous en dire un mot? Parce que ça fait partie des différents entretiens qu'il va y avoir quand on rencontre une personne. Qu'est-ce que c'est un entretien structuré? Là-dessus, la méthode s'adapte aussi à chaque recrutement et à chaque entreprise. Donc, il n'y a évidemment pas une manière de faire. Ce qui est important, c'est que ces entretiens, on les fasse en sachant avec un objectif. Donc, si on se dit que un recrutement comportera 3 entretiens, il faut que chaque entretien, on sache qui va le faire et à quoi il sert. Il faut prendre des notes, mais ça, on en a parlé.
il faut que le recruteur principal, donc si c'est un dirigeant qui recrute un manager par exemple, soit impliqué dans l'essentiel du recrutement. Alors peut-être pas tous les entretiens, mais la grande majorité, parce que c'est lui qui aura le fil rouge. C'est lui qui sera, et puis qui va créer la relation aussi avec le candidat. Ne jamais oublier que un recrutement, c'est dans deux sens. On évalue la personne, et la personne peut dire non à la fin. Donc là, le processus de vente, il est de deux côtés, et tout entretien est aussi à un moment un processus de vente de l'entreprise, du poste, etc. Donc les quelques règles, c'est être clair sur les objectifs. Donc pour prendre un cas précis, vous avez la scorecard avec les 10 points. Eh bien, le premier entretien sera de passer le parcours de la personne de manière très détaillée et d'évaluer particulièrement 4 des 10 points de la scorecard, par exemple. Ça ne veut pas dire que au fil des réponses, l'intervieweur n'aura pas envie de rajouter quelques éléments sur d'autres points de la scorecard, mais c'est ça son objectif numéro un. Puis le deuxième entretien va être un focus particulier sur un certain nombre de qualités. Le troisième sera par exemple un cas dans lequel on va évaluer très particulièrement les capacités de business sense et analytique. Voilà. Ça, c'est un début de process de recrutement où à chaque fois, on aura entre un et deux intervieweurs, des prises de notes et un fichier de scorecard avec les 10 qualités essentielles dans lequel chacun aura rempli des notes en disant bah oui, là-dessus j'ai vérifié ça, ça et ça, il a été plutôt convaincant là-dessus, un petit peu moins là-dessus, etc. etc. C'est ça les grandes lignes que je pourrais donner sur les entretiens dits organisés. Il est important de le faire sur un temps raisonnablement réduit. On a tous connu des process qui duraient très longtemps. C'est en général des signes un peu de fébrilité et de non-performance qui sont pas bons pour l'entreprise. Ou d'indécision aussi parfois. D'indécision, ça peut arriver. Donc si c'est le cas, il faut juste essayer de trouver la solution assez vite. Il ne faut pas que ça dure des mois et des mois. En général, quand ça dure, c'est qu'en fait, il y a anguille sous roche. Il y a un truc, en fait, on n'a pas envie de recrutement, on n'est pas clair, on n'est pas carré. Donc quand on sent que ça dure, il faut mettre les pieds dans le plat entre dirigeants et se dire, OK, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on décide vraiment. Et si c'est arrêté, ça peut arriver. Donc il faut tenir un délai raisonnablement court, sinon de toute façon ça démotive les meilleurs candidats et c'est normal. Voilà un peu les quelques grandes lignes. Après on pourrait dire beaucoup de choses. Un dernier point peut-être qui peut sembler anecdotique, mais qui je pense est clé, c'est d'avoir une maîtrise du temps exigeante. C'est de se dire on a prévu ces 3 entretiens. Le premier fait 2 heures parce que vraiment, on reprend tout le parcours et les autres font, mettons, 1h30. Il faut globalement s'y tenir. Si vraiment il manque quelque chose, on pourra toujours rappeler le candidat, il n'y a pas d'inquiétude, mais il faut essayer de s'y tenir parce que c'est bien de se dire qu'on va voir 15 personnes, mais multiplié par le nombre d'entretiens, ça fait des investissements importants. Et puis surtout il faut se tenir à ses objectifs. Et ça veut dire la capacité, Who en parle très très bien, le livre que tu mentionnais en début de podcast, la capacité à interrompre poliment un candidat qui part dans de longues digressions. C'est le meilleur moyen de l'expliquer, c'est de dire que c'est pour lui aussi, c'est qu'on a envie de pouvoir aborder, par exemple, l'étape suivante de son parcours. Donc, je me permets de vous interrompre, ou là j'ai compris, etc. Ça peut paraître anecdotique, mais on a très souvent, on a tous vécu des situations de recrutement où au bout d'1h30, on se disait en fait, on s'est pas dit les bonnes choses. Ouais, j'ai loupé. En fait, là-dessus, j'ai juste pas trop d'idées. Et là, c'était pas. On a passé une demi-heure sur sa première expérience d'1 an et demi, très sympa en Inde, je sais pas quoi. Mais bon, donc il faut à la fois maintenir quelque chose d'un peu convivial quand même, bien entendu. C'est pas, il faut trouver le juste milieu, mais on doit passer du temps sur les bonnes choses, poser ses questions et être capable d'interrompre. Et justement, quand tu dis poser les bonnes questions, alors souvent, moi, ce que je constate, c'est que parfois, les recruteurs n'osent pas tellement revenir, poser 2-3 fois la question pour être certain d'avoir la bonne réponse. On parle d'entretien structuré. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que les questions que tu vas poser sur le parcours correspondent bien aux critères que tu es en train d'évaluer? Eh bien, ça, c'est un des points, c'est un point exigeant. C'est un point exigeant, c'est un point sur lequel les bonnes équipes de recrutement, je pense, s'améliorent process après process. Elles arrivent à sentir que certaines questions leur permettent de s'approcher de la vérité plus que d'autres, même s'il n'y a pas de question miracle. Donc il faut prendre le temps d'y réfléchir à ces questions en amont déjà, se les lister. Il y a énormément de sites et de livres bien faits sur le sujet. J'en propose moi quelques dizaines ou centaines. Elles sont complètement perfectibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer, tu l'as dit dans ta question, il faut se comporter comme un détective et il ne faut pas se contenter de réponses pas claires.
même si on a l'air bête. Donc, si on demande à quelqu'un quels étaient ses objectifs ou quel était son périmètre, si c'est pas clair, parce qu'il nous a emmenés il était chez Dell. Et alors en fait, il avait un patron, je sais pas quoi, Europe, mais lui était sur l'Allemagne. Enfin, très souvent, notamment dans les grosses entreprises, l'organisation est complexe. Il faut se faire réexpliquer. En particulier sur les responsabilités qu'avait la personne, sur sa hiérarchie, sur qui elle dirigeait réellement. On a parfois des surprises. On a tous fait des recrutements où on pensait que la personne avait dirigé 20 personnes ou était responsable d'une zone entière. Et puis en fait, 2 mois après, un ancien collègue lui dit: ah mais non, mais lui, il était sur cette zone, mais en fait, ah non, mais par contre, c'était matriciel. Donc il y a le vrai responsable, en fait, il est bon. Donc il faut vraiment aller dans le détail de: vous étiez responsable de quoi? Vous avez fait quoi? Vous dirigez l'équipe, d'accord. C'est vous qui faisiez par exemple les salaires. Quand on dirige une équipe, c'est parfois très théorique. Diriger une équipe, c'est faire les embauches, les licenciements et la gestion salariale. Ça, enfin, c'est d'autres choses, mais ça, Bien c'est sûr. vraiment... voilà. Si la personne n'avait pas fait ça, bah, c'est qu'elle l'a dirigé en pointillé, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est bon de le savoir. Donc, se comporter comme un détective, être très précis sur de quoi la personne était responsable, ses objectifs, de qui elle dépendait, qui elle dirigeait. Et moi, j'ai la fâcheuse tendance sur les quelques entretiens que j'ai pu faire passer, justement, dès que je sens que c'est un petit peu flou, j'ai ce mauvais réflexe d'aller continuer de creuser parce que je sens que c'est là où je vais avoir de la matière. Alors, je pense que c'est un excellent réflexe. Et donc, j'invite les personnes qui nous suivent dans cet échange à vraiment... en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'excuser devant un candidat parce que parfois, il peut être de bonne foi. Je veux dire, il peut simplement Complètement. ne pas avoir été clair, mais parce que Ou, c'est pas ou qu'on toujours ait mal évident. exprimé notre question, bien Tout sûr. à fait. Donc, on peut dire, et je suis désolé parce que ça fait 2 fois que je vous parle de scope, de compréhension de votre zone géographique, mais je veux vraiment être certain. Donc, vous me dites ce que vous me dites, c'est que, etc. Voilà. Il y a aucune contre-indication à faire ça et mieux vaut savoir et comprendre que essayer d'avoir l'air intelligent en effleurant les sujets, hein. Complètement, parce On que effleure sinon, vite les sujets, hein. ouais, ouais, sinon on passe à côté en fait On passe de à côté. l'essence de l'entretien. Oui, Parce qu'avec tous les biais, la représentation que nous on veut donner de l'entreprise et le candidat ou la candidate de oui, l'expérience, on va rester sur de la superficialité autrement. oui. Et puis sans être malhonnête, on est tous à donner une image et à raconter Et à des se vendre, histoires au sens, pas au sens négatif, mais oui, à se vendre. bien Donc, sûr. il faut vraiment creuser. Alors, ce qui est vrai aussi peut-être c'est des questions que je voulais aborder ensuite, mais au cours de ces entretiens, un des éléments importants, c'est de comprendre la logique de la personne et en particulier la logique de ses passages d'expérience. Parce qu'on apprend énormément de la raison pour laquelle un candidat quitte une entreprise. Et là aussi, il faut aller dans le détail. Parce que si c'est simplement je voulais voir autre chose, bon, déjà c'est un peu négatif parce que ça veut dire quoi voir autre chose? Qu'est-ce qui te guide dans la vie? Enfin, donc il faut comprendre, est-ce que c'était un problème de performance? Est-ce que c'était un problème de le boss qui n'appréciait pas la personne? Il faut aller dans le détail parce qu'en général, notamment les problèmes de performance, aucun candidat n'ira jamais dire ah ben j'étais pas bon ou je faisais pas du tout mes œuvres donc je suis parti. Donc sur ces questions-là, il faut sans cynisme, il faut considérer que les réponses quand même sont jamais les bonnes. Il faut les reposer, il faut les poser différemment. Et il faut comprendre pourquoi une personne quitte un poste. Est-ce que c'est parce qu'elle ne faisait pas ses objectifs? Est-ce qu'elle ne s'entendait plus avec son boss? Est-ce qu'elle a eu un problème avec l'équipe? Est-ce Bon, que c'est des raisons salariales? Est-ce que voilà, il peut y avoir des raisons positives. Et, voilà. Et évidemment, là-dessus, ce qui va être pour comprendre les parcours, et ça c'est très important, et puis comprendre les motivations positives. Parce que les motivations positives, c'est j'étais très heureux, je gagnais ma vie, je pouvais passer à l'étape professionnelle au-dessus. Alors, on vérifie si c'est vrai, mais très concrètement, ça voulait dire quoi, etc. Mais si c'est tout ça, ça arrive. Mais mon projet, j'avais fait 5 ans chez Dell, et moi, je voulais vraiment passer dans les startups pour telle raison. Bon, bah, ça, c'est un projet positif, c'est très bien. Ce qui est un peu moins positif, c'est les raisons, c'est ce qui est négatif. On entend souvent le conseil. Le conseil, c'est bien, mais donc après 7 ans, je me rendais compte que j'avais envie d'aller plus dans l'opérationnel. C'est très théorique. On entend très souvent des personnes qui ont fait le conseil. On, on donne des conseils, on fait des missions, mais on n'entre pas dans le détail et dans la solution. Bon, c'est bien, mais c'est un peu négatif. La personne a fait 7 ans de conseil, elle n'a pas mis 7 ans à comprendre ça. Donc,
C'est un peu le narratif qu'elle a envie de C'est un transmettre à peu ce le moment-là, narratif, quoi. mais du coup, nous, on n'apprend pas grand-chose. On Ouais. sait bien que dans le conseil, c'est un peu plus, il y a des slides et bon, donc c'est pas. Surtout si vous avez une personne expérimentée qui vous dit ça, en fait, elle vous dit un peu rien, quoi. C'est sur sa vie. Donc, comprendre les transitions, comprendre la logique réelle de la personne et privilégier les transitions positives. Parce qu'il va vous dire, j'ai fait 7 ans de conseil, c'était génial. Et là, bah, il m'est arrivé ce que je voulais, c'est-à-dire rentrer en plus dans les opérations, utiliser tout ce que j'avais appris, parce que je voulais vraiment être dans une start-up qui fasse du logiciel sur l'énergie. Bon, bah là, c'est super positif, quoi. Et il n'y a pas besoin d'aller dire que le conseil, c'est trop théorique et que je m'embêtais, etc., quoi. Et ça, on peut complètement le regrouper avec la prise de référence, mais qu'on verra Oui, juste après. oui, Avant ça, tu en as parlé, je ne sais pas si tu l'intègres dans l'entretien structuré, la notion de cas pratique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs oui. qui oublient cette partie-là. Alors, on parlait d'un sales tout à l'heure, ça pourrait être une personne sur le recrutement, une personne, même évidemment des développeurs informatiques qu'on va venir tester. Quelle est son importance? Est-ce que tu peux nous décrire comment ça peut se mettre en place? Le cas pratique, c'est important parce que finalement, tout ce qu'on vient de se dire là, ça reste des théoriques, ça reste des histoires. On est loin de la réalité. Chacun a raconté une histoire et beaucoup de personnes, beaucoup de candidats ont des capacités à raconter des histoires exceptionnelles, ce qui est une qualité, cela dit. Euh, le cas pratique, là, on rentre dans le réel. Là. Et c'est très intéressant. Moi, mes quelques conseils, c'est tous les postes un peu significatifs, mais même d'ailleurs des postes plus classiques. Hein. Le cas pratique, il faut l'adapter, mais il est très utilisé chez les développeurs, bien entendu, mais toutes les fonctions marketing, commercial, opération, très utiles. L'idée du cas pratique, c'est de se rapprocher autant que possible de la réalité de ce qu'aura à faire la personne. La personne, si elle est prise, elle va arriver un lundi matin et elle va travailler sur, je sais pas moi, le plan d'organisation du service client, l'évolution du logiciel, parce qu'on veut changer, parce qu'il est complètement planté et qu'il en faut un mieux, etc. Et ben, si c'est ça les deux, trois principaux sujets, vous pouvez les poser sur la table maintenant, pendant le processus de recrutement. Bah, l'intérêt, c'est que déjà, c'est pas inintéressant pour la personne d'être sur des cas réels. Hein, elle va plus découvrir tout ça. Puis vous allez voir comment elle réagit dans la réalité. Et donc, vous soumettez votre cas. Alors, il y a plein de manières de le faire. Je donne des idées. Hein, c'est pas soumettre le cas 3-4 jours avant le rendez-vous en disant bah, voilà, on vous demande si vous le voulez bien de travailler là-dessus. Le faire en fin de process. Il ne faut pas faire travailler des personnes qui sont au début de la rencontre avec votre entreprise. Ce serait exagéré. C'est quand même du temps pour le candidat. Donc, des sujets réels, accepter d'envoyer et de partager l'information. Ça doit être dans les deux sens. Ce n'est pas simplement le candidat qui travaille pour Oui, parce qu'elle vous. va apprendre plein de choses sur Voilà. la manière dont fonctionne l'entreprise. Exactement, faire preuve de transparence. Le tout planqué n'a jamais aidé personne. C'est très fair, honnête d'aller dire, voilà, on vous envoie, vous avez directeur financier, compte de résultats, bilan, vous avez tout. La dernière présentation avec 20 slides. On ne cache pas les problèmes, voilà, etc. Peut-être il y a des choses sensibles qu'on ne peut pas communiquer, mais c'est assez rare. Mais on en donne fait. de l'information. C'est assez rare. On donne l'information réelle sur des cas concrets, dans la mesure de ce que la loi permet de faire. Et ensuite, on pose des questions. Il ne faut pas hésiter à le faire d'ailleurs. Moi, j'aime bien le faire sur pas simplement un cas, parce que parfois il est mal compris et personne va le faire sur deux ou trois sujets. Et puis faire réagir et en demandant à la personne de préparer, de venir présenter ensuite. Donc tu l'envoies un peu avant, la personne a le temps de préparer de chez elle ou vient à Voilà, l'entretien pour présenter un petit peu la manière dont elle a réfléchi au cas. exactement. Et Ok. pendant la présentation de ce cas, qui sera donc un des 2, 3, 4 étapes d'interview, avec devant, mettons, la personne qui recrute et peut-être un de ses collègues pour avoir un avis, eh bien, on va écouter la personne, puis on va lui poser des questions et on va essayer de rebondir et de poursuivre dans les discussions. Parce que ça amène souvent de bonnes... donc, le directeur financier, on lui a soumis le compte de résultats depuis 3 ans avec un certain nombre de choses. On peut lui demander un peu son analyse des principaux... comment est-ce qu'il verrait ses premières actions sur le niveau de marge, poser plein de questions qui sont des questions qui sont importantes pour nous. Les pertes par pays, enfin j'en sais rien. Et puis après, on engage des vraies discussions avec lui en fonction de ce qu'il a fait. Alors beaucoup de personnes objectent en disant mais personne peut se faire aider parce qu'elle a 4 jours. Bah, déjà, si elle se fait aider, c'est une bonne chose. Hein, c'est-à-dire qu'elle sait demander. Elle prend ça au sérieux. Elle prend ça au sérieux. Elle sait demander de l'aide. Et genre dans la vie, ça nous est tous arrivé. Mais genre, moi, je suis le premier à aller demander de l'aide à mes proches, à mes amis, à mon réseau quand je ne sais pas faire quelque chose. Donc pourquoi pas. Deuxième point, c'est que quand la personne présente son cas, même si elle a demandé trop d'aide, ça va peut-être se sentir. Puis quand les questions et les allers-retours vont se faire ensuite pendant la réunion, bah là, il n'y aura plus d'aide, donc vous aurez un échange. Donc je pense que c'est pas
c'est pas un élément qui doit enlever l'intérêt du cas. Le cas, c'est vraiment l'épreuve de vérité. On voit énormément de choses. J'ai un exemple en marketing que je trouve génial souvent sur quand vous avez une société qui a un site web c'est une question assez ouverte sur prendre la homepage et demander à la personne de trouver des axes d'amélioration. Bon, bah ça, c'est passionnant. Si c'est une personne marketing, on va voir, est-ce que déjà elle se pose des questions avant de foncer sur la homepage? Est-ce qu'elle pense bien à la cible? Parce qu'une homepage, bah, ça dépend un peu qui est la cible de l'entreprise. Donc, sinon, on ne peut pas trop travailler. Donc, est-ce qu'elle se pose de bonnes questions sur la cible? Qui est la cible? Est-ce que le produit est bien défini? Est-ce que les choses les plus simples sont bien mises en place avant d'aller discuter de est-ce que le bouton est de la bonne couleur, ou etc. Et est-ce qu'elle va aller chercher des benchmarks? Est-ce qu'elle va s'inspirer d'autres entreprises? En général, quand on est en France, quand on est sur un secteur donné, c'est assez rare qu'on n'ait pas 20 acteurs américains qui fassent les choses 10 fois mieux. Si la personne l'a fait, c'est très bien. Si elle ne l'a pas fait, c'est pas éliminatif, c'est pas incroyable, etc., etc. Donc, conseil général, donnez des cas, faites-le simple au début. Si vous êtes dans une entreprise et que vous n'avez pas pratiqué ça, il ne s'agit pas de vous dire que c'est impossible et qu'il faut pareil, faire un MBA cas pratique. On peut commencer en faisant des choses simples. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner un peu de temps, de faire travailler à distance, d'avoir une restitution sur des vrais sujets. Et puis ce qui est hyper intéressant, c'est que les gens comprennent que, en fait, comme on va poser ces questions-là peut-être à 15-20 personnes qu'on va rencontrer, c'est surtout avec cette capacité à pouvoir regarder ce que les uns et les autres ont fait qu'on va pouvoir s'adapter et se dire, OK, je sais que je cible les bonnes choses et qui sont les candidats qui passent un petit peu au-dessus. Alors, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il ne faut pas le... La réalité, c'est qu'on apprend toujours des choses pour soi pendant ces cas pratiques, hein, parce qu'on Bien se fait sûr. challenger et c'est très bien. Et pour reprendre ce que tu disais, sur un processus, mettons, de manager d'une équipe, le cas pratique, on va le donner, peut-être pas quand même aux 15 personnes. Non, non, bien sûr. Ouais, C'était on sera plus. peut-être plus à 3-4 personnes. Alors, il n'y a pas de chiffres, mais qui sont vraiment quand même en fin de processus. La Parce que, shortlist, en fait. shortlist, parce que c'est quand même un investissement. Donc, il faut, si on veut qu'il y ait du temps qui soit passé, etc., il faut que ce soit donnant-donnant et que la personne ait compris qu'elle était en fin peut-être pas toute fin, mais en fin de processus. Oui, qu'elle fasse pas elle-même cette cas pratique pour différentes boîtes en se disant Voilà, il qu'elle faut trouver les fait partout, un quoi. équilibre, quoi, mais voilà. Mais ça permet vraiment aussi d'avoir les meilleures qualités d'échange parce qu'on est au moment où en fait toutes les personnes sont des potentiels vraiment futurs recrues. Donc, Tout à fait. Et après, alors là, c'est une autre discussion, on pourra en parler des heures, mais il y a aussi des manières pour les entretiens de faire des mini-cas pratiques, un peu en live, des questions business. Alors ça, on est tous à le faire, hein, mais il y en a qui sont très intéressantes pour aller tester les capacités en management, en analytique, analyse, etc. Des micro-cas pratiques live non préparés de quelques minutes peuvent être très, très intéressants. ou même une question à la fin de telle expérience qui a été, dont la personne a parlé sur sa dernière expérience, dire mais là, dans ce cas-là, si nous on avait telle situation, comment tu ferais? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Exactement. Et de la projeter en fait. Exactement. C'est très intéressant, par exemple, sur tous les sujets de innovation, capacité à émettre des idées, capacité à sentir les choses. Je parlais de WeHelp dans l'aide aux personnes, l'aide à domicile aux personnes âgées. Longtemps, chez WeHelp, ils m'en voudront pas de donner cette information. On demandait à des candidats sur les sujets un peu marketing ou proches de réfléchir à toutes les manières marketing d'aller toucher la cible des personnes qui avaient besoin d'aide à domicile. Bon, il y en a des dizaines. Enfin, donc c'est pour ça que c'est une question mais donc c'est intéressant parce Bien que sûr. comme c'est très large, si un candidat vous donne 3 idées, bon, c'est pas s'il monte à 7, 8, 9, ça commence à être bien. S'il monte à 12, 13, 14, en plus en se posant la question de qui est réellement la cible, bon, bah là, c'est encore mieux. Alors, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure quand on parlait des fondateurs. Le fit culturel, il est évidemment hyper important parce qu'on peut avoir une personne brillante qui a passé tous les critères mais qui se retrouve pas forcément dans les valeurs. Ça, c'est plutôt au fondateur de le détecter. À quel moment, et je sais qu'il y a beaucoup de startups quand elles sont au début de leur existence qui ont du mal à définir aussi leurs valeurs et comment elles se structurent par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil là-dessus? Sujet fondamental. Moi, ce que je dis souvent, c'est que euh, le sujet d'évaluation des qualités un peu humaines, il dépasse même le fit culturel. C'est-à-dire que moi j'ai 4-5 qualités chez les candidats que je me retrouve très souvent à apprécier, mais je ne suis pas le seul, hein, c'est pas, qui sont indépendantes de la culture de la société. Si je te parle d'esprit d'équipe, capacité à s'engager, capacité à écouter, à se développer, ces trois choses-là, et puis minimum de cohérence dans la carrière, enfin, personne qui a des buts dans la vie, même si elles sont, ça peut être des choses très personnelles, mais en tout cas,
ces éléments-là, c'est rare. En fait, je pense que c'est utile dans tout process. Et pourquoi je le dis, c'est que souvent on entend des ETI ou des startups parler de leur culture en mettant un peu des mots, ce qui est très bien. Mais je trouve que le sujet il dépasse un peu la vérification de l'adéquation à cette culture. C'est un sujet qui est oui, vérifier quelques éléments sur comment une personne s'engage, se développe, vit avec les autres, gère les crises, prend la contradiction, prend des choses pour elle parfois, pas toujours, mais être capable de dire là, sincèrement, c'est moi j'ai appris. Ça, je trouve ça fondamental. Pour moi, ça vient au-dessus encore de la culture d'une entreprise. Parce que la culture d'une entreprise, c'est très bien. Il y a quand même une petite finesse, c'est que il faut chercher l'adéquation à la culture. Donc il faut aussi chercher à l'enrichissement culturel. C'est un peu beaucoup d'articles en RH en ce moment sur c'est pas simplement le fit, c'est aussi le add-on, quoi. Parce qu'on ne peut pas rester monolithique et toujours les mêmes. Il faut accepter l'enrichissement. Donc c'est un doux mélange. On a des entreprises qui font je sais pas, la technologie du SaaS où tout le monde est hyper analytique, grandes écoles, ingénieurs, HEC, c'est très bien. Donc oui, on peut continuer à mettre 3 mots de culture et à recruter les mêmes là-dessus. Il y a pas de... Mais si on a des gens qui viennent d'horizons différents, c'est très bien aussi. Enfin, il y a un moment, c'est pas une C'est même parfois plus enrichissant bah, aussi parce que ça amène d'autres choses. C'est même mieux pour le business. Après, ça veut pas dire que c'est facile ou qu'il y a toujours... C'est pas ce que je dis, mais donc la culture, c'est très bien de définir sa culture. Je suis pas en train de travailler très bien. Mais il faut aussi accepter de dire, par exemple, on a ces 3 éléments de culture, puis cet élément, peut-être on est moins bon, on va peut-être pas en parler, mais ça peut être par exemple l'innovation ou la capacité à penser des choses complètement différentes. Donc c'est cette petite finesse. C'est très bien de tester 2-3 choses sur une culture. On entend souvent bienveillant. C'est très bien du coup de voir comment le candidat il se comporte par rapport à ça. Ça ne doit pas enlever les qualités générales dont je parlais, et ça ne doit pas enlever un peu de recul sur la diversité et le fait de ne pas chercher des clones, même si bon, c'est assez rarement le cas quand même. Ouais, non, je vais rebondir sur l'école 42, qui est un peu ce précepte-là autour du fait de dire on va recruter des gens qui viennent d'environnements complètement différents. Et je trouve que ça crée une richesse dans les équipes de développement dans lesquelles on a des profils qui viennent d'horizons très très divers. Ça amène quelque chose dans la réflexion, parce qu'on pense que le code c'est juste taper des lignes, mais c'est énormément de créativité derrière dans la réflexion des algorithmes, la compréhension du produit. Et donc ça, c'est très intéressant là-dessus. Moi, le petit partage personnel que je peux faire sur la culture, c'est que j'ai trouvé que c'était un mot très galvaudé ou un peu bullshit au départ en disant la culture, qu'est-ce que c'est, ça veut tout et rien dire. On met des mots qui me plaisent un peu en disant don't be evil, comme dirait Google. Et en tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est que d'abord, ça transpire ce que sont un peu les fondateurs. Ou les fondatrices d'une société, parce que c'est d'abord ces personnes-là qui vont véhiculer comment se vit l'entreprise. Et comme tu le disais très bien, c'est pas juste des mots qui sont affichés avec des beaux néons à l'entrée de l'entreprise, mais c'est comment est-ce que l'entreprise se vit au fur et à mesure des interactions des uns et des autres, et quelles sont, au-delà des process, les choses qui sont mises en place au quotidien. C'est ça, en fait, la culture. Ah oui, non, c'est très important. Et je veux dire, comprendre un peu ce qui nous définit, ce qui nous différencie. C'est pas toujours évident quand on est la tête dans le guidon, etc. Mais le faire en prenant du recul avec un conseil, ça peut être avec des entrepreneurs proches. Parfois, ils sont capables de dire « Ah non, mais vous, je vous connais, vous êtes analytique et je sais pas quoi, hyper ambitieux. Enfin, prenez pas des personnes... prenez pas des artistes littéraires et des personnes qui ont envie de travailler 4 jours par semaine parce que je pense que je le sens pas du tout pour vous, quoi. » Et non, mais arriver à comprendre un peu ce qui nous définit, ce qu'on aime, je pense que c'est vraiment fondamental. Et souvent, moi, je le vois avec les fondateurs, je vois l'aspect un peu, parfois un peu négatif. C'est quand un profil, en fait, n'est pas dans leur culture, en fait, ça leur va pas, quoi. Ouais. Non, mais il ou elle, ça le fera pas. Ouais, non, là, vraiment. Non, en général, c'est quelques mois après l'arrivée, il ou elle est comme ça. Parce que moi, ma première réaction, c'est de dire, mais est-ce que il ou elle fait ses objectifs? Déjà, parlons performance. Alors parfois, c'est le sujet, souvent, quand il y a un problème. Et parfois, c'est pas le sujet, c'est autre chose, quoi. Ouais, c'est rigolo, parce que souvent, on se rend compte qu'en effet, quand il y a quelque chose qui se passe moins bien dans la dynamique de groupe, il y a une personne qui fonctionne un peu différemment. Ouais. Est-ce que c'est réellement ses performances ou c'est son caractère, et qu'est-ce que ça change dans la dynamique de groupe? Et c'est aussi comme ça qu'on peut affiner derrière sa culture, ou en tout cas ce qu'on cherche, parce que parfois on va avoir une idée précise et en fait c'est pas tout à fait là où le bas blesse, et au contraire où c'est pertinent de creuser. Mais mais je pense que c'est important pour les entreprises de dire culture, ok, mais recule aussi quand même sur
par exemple, quand ça se passe mal avec quelqu'un, que ça a l'air d'être lié à la culture, attention quand même à ce que juste on n'ait pas à accepter aussi une différence de fonctionnement, prendre un peu de temps. Je ne dis pas que je dis pas que cette règle est simple à appliquer, mais de temps en temps, quand on est différent, c'est pas juste la belle différence, diversité, sourire, etc. La diversité, parfois, c'est dur. Bien sûr. Ouais, et puis ça amène, les fondateurs ou fondatrices à se remettre en question, à se dire: Voilà, «Qu'est-ce qu'on peut changer dans l'entreprise pour être un peu moins rigide sur nos critères à nous?» voilà. Alors parfois, ça se passe mal et en fait, ça se passe pas bien du tout. Il y a rien qui va. Donc là, bon, bah, c'était une erreur de recrutement. C'est très dommageable pour et le candidat et l'entreprise. Il y a pas de débat. Oui, mais ça peut faire grandir, donc c'est là où il faut Ouais. faut savoir poser le curseur. Un des derniers critères, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est évidemment la prise de ref, prise de référence. Moi, j'ai un peu le sentiment que c'est sous-coté ou que c'est parfois un peu mis de côté ou fait à la va-vite, alors qu'en fait, c'est un des éléments évidemment fondamentaux pour valider. On peut, comme tu le disais tout à l'heure, proposer une belle histoire en entretien, d'ailleurs côté entreprise comme côté candidat ou candidate. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les points essentiels à regarder quand on fait une prise de référence? Le, on disait donc que l'analyse des cas, ça faisait rentrer l'évaluation du candidat dans le réel. Et donc la prise de ref aussi, même si c'est un réel qui peut être un peu déformé évidemment par la personne qui parle. Mais donc c'est les deux moments où on va réellement regarder ce que fait la personne ou ce qu'elle a fait, plutôt que des échanges sympathiques, etc. Donc je pense que c'est une étape qui est fondamentale. Elle est exigeante parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on prend des références, là où les personnes à qui on parle, en fait, globalement, elles nous doivent à peu près rien. C'est-à-dire, elles n'ont pas vraiment de raison de nous rendre service. En revanche, en général, elles ont quelque chose, une relation de près ou de loin avec la personne au sujet de qui vous prenez la référence. Parfois même, elles ont ou elles sont amies, Oui, tout à fait. proches, elles ont passé des années ensemble, etc. Donc, énorme biais. Et personne n'a envie d'être désagréable avec un ancien collègue, etc. Donc, la prise de rêve, si vous considérez que c'est une vérité comme ça dans ce qu'on va vous dire, là, je comprends que vous disiez que ça sert à rien, voire même c'est dangereux, donc le faites pas. Si vous considérez que c'est un jeu dans lequel il faudra écouter les signaux faibles, réfléchir à ces questions, créer une relation avec la personne avec qui vous parlez, etc., là, ça devient plus intéressant. Euh, Prise de référence, c'est aussi euh, prendre le temps de vendre l'entreprise et le poste. Parce que quand vous êtes avec un très bon candidat, très souvent, il va appeler juste après l'échange la personne que vous avez eue pour prendre la référence. Et avant même de parler des questions, il va dire: ah ouais, il est pas mal quand même, ton boss là, à qui j'ai parlé, là, il me parlait du poste. Franchement, tu as raison. Etc. Donc, n'oubliez pas que la prise de ref, avant de parler de compréhension du candidat, même chose que pour le cas, même chose pour les entretiens, c'est dans les deux sens. Vous aussi, vous êtes en train de donner une ref au candidat. Donc, probablement, pas toujours. Autre élément absolument clé, vous êtes en vente lors de la prise de ref. Moi, mes quelques conseils, et là j'ai donné un peu le principe général, c'est de tourner un peu autour des questions, mais de manière respectueuse. C'est donc la prise de ref, on a plutôt bien évalué le candidat. En général, on n'a pas trop loupé les points forts. On peut avoir loupé les points faibles, on peut avoir loupé certains moments de sa carrière. Donc c'est essayer de comprendre euh, pas les défauts, parce que là on n'aura pas l'info en fait, mais plutôt les points moins forts. Qu'est-ce qu'il aime, ce que la personne aime moins faire. Ce qu'on aime moins faire, c'est pas un défaut. Ouais, tu vois, Mm. euh, ah, euh, c'est vrai qu'il aime moins, il ou elle aime moins le reporting et les tableaux de chiffres. Bon, bah, c'est une info en fait. C'est peut-être que le directeur commercial dont on parlait au début, il a plein de qualités, mais il n'est pas très analytique chiffré, quoi. Et en fait, il aime moins le faire parce que c'est moins son truc, quoi. Alors, à ce moment-là, c'est pas une info définitive, mais si elle recoupe avec des sentiments qu'on a eus pendant les entretiens, là, on commence à avoir Ça fait un peu un faisceau d'indices on concordants, commence à quoi. avoir des choses, quoi. Ouais. Et puis si on sait qu'il y a eu une ou deux périodes qui étaient peut-être moins évidentes, on a beaucoup parlé des transitions, on peut essayer, en étant de manière respectueuse, d'aller revenir un peu sur ces sujets-là. Bref, la prise de ref a un aspect un peu défensif. On va essayer de comprendre si on a vraiment eu les points un peu moins forts de la personne et si elle nous a bien dit la réalité des étapes de sa carrière. Il faut accepter qu'elle prenne un peu de temps, il faut accepter de créer la relation avec la personne qui donne la référence, de se mettre en vente aussi. Et il faut accepter de le faire avec un certain nombre de personnes. Donc Justement, c'est un j'allais te poser investissement la question. important.
C'est quoi le bon nombre? Parce que je vois des personnes qui me parlent de 5-6 personnes, d'autres qui me disent: «Non, une suffit quand j'ai les bonnes informations». Est-ce qu'il y a un réflexe là-dessus à avoir? Je pense que, en tout cas, le une suffit quand j'ai les bonnes infos, ça, je pense que c'est impossible. Pourquoi? Pour la raison que je donnée, c'est il y a un biais systémique dans la prise de rêve, c'est que la personne en face, elle joue vraiment un jeu. Là. Donc, une, c'est très utile, mais par contre, se dire, ça y est, on a la vérité avec une, sauf si vraiment c'est votre meilleur pote qui était le boss de... Voilà, il y a parfois des cas comme ça, mais j'y crois pas trop, donc je pense qu'avoir au moins 2-3 rêves, c'est bien. Et en fait, ça dépend énormément Du poste? du boss. Si vous êtes en train de recruter un dirigeant de 50 ans, là, il faut vraiment prendre des rêves. En fait, il faut pas se fier. Il faut considérer que tout ce qu'on a eu avant, on l'oublie. Et il ne faut pas se fier non plus au CV. C'est-à-dire, la personne a été 10 ans chez Google, elle doit être géniale. 8 ans chez Amazon. Sûrement. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de... Mais attention, il peut se passer plein de choses dans les organisations. On peut être au milieu d'une équipe incroyable où en fait tout le monde performait. Il peut se passer plein de trucs. Et il ne faut pas considérer que tout ça est garanti. Et, voilà. Et donc, prise de rêve, je pense que c'est important. Il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant les réponses. Il faut tourner un peu autour du pot sur les points d'amélioration, les points moins forts. Essayer de trouver des questions moins engageantes. Pas demander les défauts de la personne, parce que là, vous allez bloquer tout le monde. Il y a des techniques pour ça. J'en propose quelques-unes dans mon livre. Elles sont encore une fois très perfectibles. Et du coup, à la fin, quand on a toutes ces réponses, on a quelque chose qui aide à la décision, qui est rarement éliminatif pour le candidat si on a fait un process quand même un peu sérieux, quoi. Oui, c'est assez rare de découvrir quelque chose, sauf, à ce moment-là, c'est un vrai red flag si jamais on l'avait pas vu avant, qu'on se dit que c'est imminent. Mais il Non, y a c'est peu rare. de surprises quand effectivement le travail était bien fait Ça en peut amont. arriver, c'est rare. Ce qui arrive, le cas le plus fréquent, c'est un ou deux éléments moins forts qu'on avait vus qui sont bien soulignés par la prise de ref et qui, du coup, au moment de la décision, finissent par créer un vrai doute. Euh, voilà. Moi, une question que j'aime bien poser aux candidats, c'est de leur demander non pas leurs qualités et leurs défauts, mais ce que me dirait la personne que je vais appeler en prise de référence sur leurs qualités et leurs défauts. Parce qu'avec cet effort de projection, ils sont dans l'obligation finalement de se dévoiler un peu plus et de donner les bonnes infos. C'est un très bon conseil, c'est un des grands conseils de Who, et je l'achète totalement et je l'utilise totalement. Les qualités et des défauts, j'en ai parlé, c'est partie des choses sur lesquelles j'ai eu, et heureusement, des critiques concernant mon livre. Moi, je pense que c'est très utile de parler des qualités et des défauts, mais là encore, il ne faut surtout pas prendre les défauts pour argent comptant. Il faut creuser, il faut en redemander. Considérez souvent que le premier ou le deuxième qui ont été donnés ne jouent pas. Oui, c'est un peu pas C'est politique, mais on est. des fautes Ouais, ouais. de politesse, quoi, qui en général vont être je suis trop politique ou je suis un peu trop engagé. Ça va être souvent, on va tourner autour un peu des défauts classiques qui sont en fait sont des qualités. Ou prendre des situations récurrentes qui nous ont été évoquées pour les situer en parlant à la personne ouvertement, en lui demandant si ça fait partie un petit peu de ce cadre-là. Et donc, ce que tu as dit, c'est une très bonne méthode. Sur qu'est-ce que me répondront une autre méthode aussi, c'est d'être un peu lourd et de continuer dans les défauts quand elle en a donné 3. C'est un peu dur en ménageant un silence. Moi, j'ai souvent la vérité plutôt au quatrième. Pour moi, c'est un moment important, cet échange. C'est vraiment un moment important, surtout sur des profils seniors. Oui. Parce que quand vous avez vécu, quand vous avez en plus vous-même fait du recrutement, vous savez très bien ce que c'est que le rôle que chacun peut prendre. Ne pas être capable de dire, bon, ben, moi, c'est vrai, là-dessus, cette configuration, je sais elle me va moins bien. Je sais que je suis moins bon. Du coup, ça joue beaucoup sur l'honnêteté, la franchise. Et si vous êtes avec quelqu'un qui est expérimenté ou qui vous a donné le sentiment que ses défauts, c'était vraiment les réponses toujours les mêmes. Je suis politique, je suis ambitieux, etc. Là, ça pose un vrai problème, je pense. Oui, bah, quand la personne est expérimentée, elle doit pouvoir se dévoiler un peu plus et savoir qu'elle Bah va ouais. donner une info qui est un peu personnelle. Et moi, il m'arrive, et j'essaie de le faire de manière très respectueuse, de le dire à la personne. Vous avez fait du recrutement, etc. Vous venez de me parler du fait que vous étiez politique. Bon, je vous rassure, nous, on cherche quand même pas trop des conseillers de ministère, mais plutôt des gens directs. Donc quelque part, c'est une qualité de plus, et tant mieux. Et du coup, par contre, je suis pas sûr de comprendre. Ça fait souvent des bonnes discussions. Oui, bien sûr.
Parce que la personne n'est pas préparée au fait d'aller plus loin. Ouais, Donc, du coup, ouais, mais c'est sincère, et c'est sincère en plus. C'est pas bien sûr. vraiment, c'est sincère. Et du coup, je lui dis, j'ai l'impression de pas vous saisir, de pas avoir un échange. Voilà. Et là, ça fait des bonnes discussions. Ouais, parce que c'est une saine curiosité qui vient Bien pousser la sûr, personne à se dévoiler un peu bien plus. sûr. Ça m'arrive même de lui dire, ouais, je vais vous dire ce que j'aurais répondu. Voilà. Mais donc, je trouve que c'est des échanges intéressants. Beaucoup de recruteurs disent que non, ça c'est. euh, je suis d'accord que ça vaut peut-être pour des processus de recrutement où on a un peu le temps quand même Ouais, de se dire les choses. ouais, ouais. Et d'ailleurs, dans les process de recrutement très longs, avec tous les templates qu'on a qui sont les processus de recrutement entre associés, voir si on a un bon fit, il y a une grande littérature sur qu'est-ce qu'il faut se dire entre associés. YC a fait un truc génial avec, je crois, 55-60 questions. Moi, j'ai fait plusieurs fois avec mes associés du début. C'est très, très, très long. Mais on tourne énormément sur les sujets de défaut. Enfin, je veux dire, on se dit les choses, quoi. Tu veux dire entre associés, les questions qu'on doit se Oui. poser quand on fait des points ensemble? Non, mais même, pardon, au lancement, je n'ai pas été clair. D'accord, ok. Au moment de lancer une entreprise. D'accord. Qui est une forme de recrutement. Mais Ouais, bien là, il sûr. faut aller beaucoup plus loin. Parce Bah, que ça va être évidemment. un mariage. Bon. Mais et donc, il y a un questionnaire. Tu fais Y Combinator, YC, questionnaire de fondateur, qui est absolument passionnant. Il y a une grosse partie qui tourne sur les défauts. Qu'est-ce qui fait que je dérape? C'est pas. Et c'est passionnant. Moi, Bah, j'ai bien fait sûr. plusieurs fois. C'est passionnant, franchement. Bah, de toute façon, la création de l'entreprise, c'est des hauts et des bas, c'est les montagnes russes. Donc, si on ne sait pas comment est la personne Bah quand oui. elle est, Bah j'allais oui. dire au plus bas, on Bah aura oui. du mal à rester au moment où ça fonctionne pas, quoi. Eh oui, Donc, donc il y a des recruteurs qui disent oui, non, mais c'est trop, mais je trouve qu'ils vont. C'est souvent des recruteurs qui n'ont pas eux-mêmes dirigé des équipes derrière et qui n'ont pas géré les cas durs, etc. Parce que moi, je trouve que c'est des bonnes discussions. Et encore une fois, j'ai parlé plusieurs fois de ça va dans les deux sens, et c'est un des grands messages pour les auditeurs aujourd'hui. Ça marche dans les deux sens, sur des process importants. Vous n'allez pas, en tant que manager, raconter non plus, mais sur des process importants où vous recrutez quelqu'un, par exemple, plus âgé que vous, révélez-vous aussi. bien De sûr, manière parce que c'est une positive. vraie discussion, c'est pas Ouais. juste que les Manière gens pensent pas que c'est un interrogatoire. Voilà, Au de manière contraire, pas du tout. constructive. Et c'est pas forcément sortir des trucs. Bon, alors il m'arrive d'être psychopathe. Non, enfin, évidemment, mais dire les choses, et c'est déjà, enfin, dire les choses, c'est déjà avoir fait la moitié aussi de, bon, j'ai aussi un peu de recul sur moi-même, quoi. C'est pas simplement, je fais la vente, voilà. Bien sûr. T'en parlais tout à l'heure. Une fois qu'on a tout ça, a priori, on commence à avoir pas mal d'informations. Vient le moment ultime de la prise de décision, en espérant que tout le monde se soit mis d'accord évidemment sur les critères. Comment elle se fait? Mettons qu'on a eu 3 personnes au cas pratique, on a fait les prises de référence, tout le monde a eu des bons scores. Les scorings sont relativement serrés et similaires à la fin. Je ne sais pas si on fait une sorte de note, mais du coup, comment la prise de décision se passe? C'est tous les intervenants autour du recrutement se réunissent. Comment toi tu l'envisages? La prise de décision, elle est très hétérogène, puisque souvent on a en fait une personne qui se détache et qui a une autre offre, donc il faut d'un coup aller plus vite. Donc là, dans un cas un peu différent de celui que tu mentionnes. Ensuite, on a le cas que tu mentionnes. On hésite entre 3, c'est un peu plus rare, mais au moins 2 personnes. Ensuite, on a le cas où on en a un qui est juste à la limite, on a du temps, et puis on n'en a pas d'autres, bon, etc. 2-3 conseils. Se réunir vraiment prendre le temps de se réunir entre les décisionnaires. Chacun fait vraiment sa synthèse, d'où l'intérêt d'avoir les notes écrites, en reprenant un peu les plus, les moins et la scorecard. On essaie d'aboutir à une décision. En général, tu l'as très bien dit, quand on hésite entre deux profils, ils vont avoir des notes pas si différentes. Hein, donc, c'est pas une sorte de moyenne mathématique. S'il y en a un qui a 4,6 sur 5 et l'autre qui a 4,55 sur 5, si on conclut qu'il faut prendre celui qui a 4,6, sachant que tout ça a été fait quand même sans... C'est pas parfait évidemment, quoi. Donc, voilà, on est dans le monde terrible de l'évaluation des qualités humaines, ou superbe d'ailleurs, parce que c'est beau tout ça. Bon, donc en général, la note moyenne ne va pas beaucoup aider. Il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut reprendre notamment les forces et les faiblesses des collègues et de l'entreprise pour vraiment aller affiner essayer de se concentrer sur les 2-3 critères clés. Et en se disant à la fin, on est une équipe un peu jeune, c'est vrai que en sales, il est un peu moins bon que l'autre, mais en management, il a vu plein de trucs. Et en fait, on a quand même l'impression là-dessus, on en a besoin aussi pour l'entreprise de manière plus générale, de cette seniorité, par exemple. Donc c'est vraiment une prise de recul un peu avant la décision finale. On prend la scorecard, elle est toujours vraie, hein, parce que alors, si vous remettez la scorecard en cause, évidemment, là, ça va être dur de décider. Mais là, on est à peu près OK, mais on a du mal. Et là, on essaie de prendre un peu de recul sur l'entreprise. On dépasse même la fonction, quoi. Et on essaie de voir, on essaie encore de reprendre les critères, parce que s'il y en a 2 égalités, elles ne sont pas égalités probablement sur le top 3 critères.
Il y en a probablement une qui est meilleure sur un top critère et l'autre qui est meilleure sur un top critère. Et c'est souvent là qu'on décide. Et là, par exemple, l'exemple que j'ai pris sur la partie sales, pour reprendre ton exemple, elle arrive assez souvent. Il y en a un qui est meilleur en management et l'autre qui est meilleur en pure vente. Donc ça dépend aussi de l'état où on en est dans la structure. Et Est-ce là, qu'on- voilà, on peut reprendre du recul sur le business, sur où on en est, sur ce qui sait faire quoi, qu'est-ce qui est le plus critique, qu'est-ce qui va. Et par exemple, à ce moment-là, il y en a un qui dit, t'as vu aussi t'as vu les perfs de Camille et Martin là, le mois dernier, c'est incroyable, ils sont vraiment. Et là, vous dites, mais en fait, l'équipe en sales, en pure sales exécution, ils sont en train de devenir vraiment bons, très bons. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'un on sales va en peut-être plus. prendre le manager parce Ouais. que c'est vrai que l'autre, il a plein de qualités, mais c'est vraiment ça à la fin, quoi. Donc c'est plutôt context-driven, quoi. On prend du recul, on essaie de s'arrêter au top 2, top 3 critères, de les hiérarchiser et on essaie d'aboutir à une décision. Point important, souvent à ce moment-là, on a un doute sur un des deux candidats. Pas forcément un doute grave, une interrogation, ne pas hésiter, même si on a dit au candidat que ça y est, la décision tombait, un coup de fil, un café, une demi-heure pour lever un point. Est-ce qu'elle avait... Ah oui, non, puis ça y est, elle a fait du dev international et là, gros doute. Attends, mais t'es sûr qu'elle a fait le lancement de l'Allemagne pour cette boîte-là? Et là, gros doute. Et on a l'impression que ce truc-là est important. Ça peut arriver. On appelle la personne. Désolé, on a encore un dernier point. Est-ce que tu peux prendre une demi-heure? Ne pas se Ouais, ne sentir pas lésiner gêné. là-dessus. Pas se sentir gêné. On peut, voilà, il faut dire les choses respectueusement. Il faut juste pas que ça prenne un temps fou, quoi. Oui, bien sûr. Donc là, on a notre personne, on sait que c'est elle, on doit faire une offre, élément évidemment hyper important parce que il faut que la personne ait envie de Oui, nous rejoindre. oui. Voilà 2-3 conseils. Le premier conseil, c'est de toute la partie salaire, etc. et autres, ne pas balancer l'offre, mais prendre du temps pour essayer de dissocier l'offre. On a envie que tu viennes te rejoindre et on va te faire une offre. Pourquoi? Parce que c'est utile, avant d'aller formaliser l'offre financière, d'aller refaire le point sur les attentes de la personne. Sinon, le risque, c'est quoi? C'est de faire un truc où on n'y est pas, et du coup de décevoir le candidat en face. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre manière de faire, mais très souvent, moi, je conseille de dissocier l'annonce de t'es le numéro 1, on est hyper excité, voilà, et on finit de réfléchir à une offre et est-ce que ça te va de se voir demain soir, etc. Et soit dit en passant, de prendre les infos du process, des offres en cours pour vraiment avoir le max d'infos. Oui, exactement. Et puis réécouter la personne. C'est très important de comprendre aussi sur les drivers financiers, les éléments qui motivent cette personne sur la partie financière. On n'a pas tous les mêmes drivers, ils sont tous respectables. Il faut les comprendre. Par exemple, sur les sujets de salaire, il y a des personnes qui veulent un salaire élevé, mais qui ont une vraie obligation parce que... Il y a un emprunt, il y a un projet, voilà, etc. mais ça, il faut le comprendre. Bien sûr. Et si vous n'avez pas ça, vous loupez un truc et vous risquez de faire une offre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas rattrapable, mais vous risquez de créer un élément un peu négatif dans le process. Donc, on annonce, on écoute, on prend le temps d'écouter. Et ensuite, on fait une offre. Si possible, l'offre, on le fait de vive. Et si la personne a une autre offre dans la semaine, est-ce qu'il y a une idée de se positionner un tout petit peu après, de garder l'information pour savoir ce que l'autre entreprise a fait? Est-ce qu'il y a une stratégie Il y a là-dessus? plein de... Bon, évidemment, il peut se passer plein de choses. Hein. C'est le monde merveilleux du recrutement. Donc, il peut y avoir plein d'imprévus, d'aléas, etc. Quand on a pris sa décision, il faut aller vite. Il faut appeler vite la personne. Il faut vite la voir pour lui faire l'offre. Moi, vraiment, je recommande de la voir. Ça, c'est fondamental. Et puis ensuite, il y a pas mal de choses. C'est qu'il faut... Si on pense que c'est pas gagné, parce que la personne a des alternatives, c'est important. C'est important de donner un délai de réponse assez court, mais pas non plus pas 48 heures. Non, parce que c'est un poste important. La personne a le droit de réfléchir quelques jours, quoi. Et là, de garder contact. Bon, en tout Il cas, ne faut avec pas ça. attendre un retour. Oui, bien sûr. Et là, ça permet vraiment d'avoir le Il faut go. garder contact et il faut... et si vous avez eu plusieurs personnes sur le process, prendre du temps pour que ces personnes, par un WhatsApp, un appel, un email, disent combien elles sont super contentes. Il faut envoyer du bonheur, de l'envie. Il faut être très latin à ce moment-là. Même avec les personnes les plus froides, entre guillemets, il faut vraiment exprimer son envie et il faut surtout pas attendre la réponse. Il faut rester au contact. Qui est presque déjà un début de onboarding finalement. Oui, faut vraiment pas attendre une réponse. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de se prendre finalement, elle part ailleurs. Ouais. De rester proactif parce que c'est le moment structurant effectivement du recrutement. Bon, avec ça, on a pas mal d'infos sur comment recruter les meilleurs. On en a un peu parlé en off tout à l'heure. La notion de télétravail, elle a évidemment pris une dimension énorme
notamment après le Covid. On voit aujourd'hui que les GAFAM, les grosses boîtes tech américaines, sont en train de revenir sur un schéma un peu arrière. Moi, je suis curieux d'avoir un peu ton avis là-dessus, que ce soit pour le recrutement ou pour l'engagement des équipes. Est-ce que tu as vu des choses contradictoires, différentes là-dessus? J'ai deux grandes réflexions là-dessus. La première, c'est que ça dépend vraiment des entreprises, de leur degré de maturité, de leur rapport à la tech, puisque le télétravail fonctionne mieux sur les équipes tech et ça, on le sait depuis longtemps. Donc, il y a sûrement pas un conseil monolithique à donner aux entreprises. Il y a une vraie analyse de la maturité du management, l'ancienneté de l'entreprise et ce que font les équipes. La deuxième chose, c'est que moi, je pense, mais je le pense sans prétention depuis le Covid, qu'on est allé trop loin, dans pas mal d'entreprises, sur le remote, avec des conséquences qui sont importantes. Euh, un taux de churn, un taux de départ des gens plus élevé en remote en moyenne que les gens qui vont plutôt chercher le présentiel. Ça, on est à peu près clair sur les stats. Il y a une autre stat qui est claire aussi, c'est que l'innovation se fait moins, la pure innovation non sollicitée, les bonnes idées qui arrivent comme ça de nulle part, etc., se font moins en remote, parce que tout est beaucoup plus programmé, etc. Or, dans les startups, les PME, qui sont plus mon monde, même si nos auditeurs sont dans le... Mais enfin, toute entreprise même importante peut innover, hein, il n'y a Bien sûr. aucune contre-indication. Mais c'est particulièrement critique de se remettre en cause tout le temps, d'innover, etc. Pour ces deux raisons, plus fort attachement à la culture, à l'entreprise et mon taux de départ plus limité quand on est plus en présentiel et innovation, je pense que on est allé souvent, pas toujours, trop loin dans le taux de remote. Du coup, quelle est la bonne solution? Eh ben, elle dépend de chaque entreprise. Mais on va dire sur une entreprise moyenne, donc aurait des équipes un peu de tout type, des développeurs informatiques, mais des personnes au service client, des vendeurs, des marketing, enfin quelque chose d'un peu multidisciplinaire. Si on peut être à 4 jours de présentiel, je pense que c'est bien. Ok. Donc j'imagine que dans les boîtes dans lesquelles tu es associé, il n'y a pas de boîte native remote. Mais les boîtes dans lesquelles je suis associé ne sont pas toujours d'accord avec moi, déjà, parce que je ne suis jamais le dirigeant principal. Ça ne veut pas dire qu'elles ne m'écoutent pas et qu'on n'a pas eu de bonnes discussions là-dessus. Ça ne veut pas non plus dire que beaucoup d'entre elles n'ont pas fait machine arrière assez significativement vers plus de présentiel. Je pense que le remote permet d'embaucher plus vite, mais construit des organisations humaines et de culture plus faibles si il est mis à trop haute dose. Je ne suis pas contre le remote, on s'entend, attention. Et évidemment, après, il faut adapter ça aux équipes, à la culture. Enfin, il y a plein de choses à regarder. C'est un sentiment général pour répondre à ta question. Ouais, bah, j'ai un peu ce même sentiment parce que moi j'ai des développeurs qui sont dans des équipes, dans des entreprises complètement différentes. Et on voit bien que d'abord, en fonction des profils et des équipes dans lesquelles ils sont, les besoins sont pas tout à fait les mêmes. Bien sûr. Et en fonction de la taille de l'équipe, du métier et du secteur dans lequel ils sont, là aussi, il faut regarder les choses de manière très Voilà. contextuelle. Voilà. Peut-être dernière question pour conclure ce podcast. Là aussi, on l'a évoqué au vu de l'actualité, puisque on est en période de remaniement après une période un peu trouble. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait considérer que les hommes et femmes politiques qui nous gouvernent sont bien outillés pour recruter des bons collaborateurs ou des personnes qui travaillent avec elles? Et est-ce qu'elles pourraient profiter d'une méthode de ce type? Quel est un peu ton avis là-dessus? Bah, évidemment, ça me passionne, moi, d'appliquer le recrutement au domaine plus politique. Ce qui se passe, c'est que les femmes et les hommes politiques, ils ont des scorecards. Alors, ils ne vont pas forcément les faire, mais ils ont des scorecards. Et nous, en tant que citoyens, on est parfois, pas toujours, heureusement, mais parfois pas d'accord avec eux. Mais aussi parce que dans les scorecards, il y a des critères politiques. Pas simplement des critères de compétences. Bon, et ça, tout citoyen peut le comprendre aussi. C'est pas la politique, c'est bon. Il ou elle a déjà été élu local pendant un certain temps, et pourtant il ou elle n'a pas l'air très fort pour s'occuper d'un secteur de la santé ou je ne sais quoi. Bon. Mais il y a une logique quand même. Avoir un vécu politique dans une démocratie, c'est pas bon. Donc ça, c'est un peu le. Donc là-dessus, j'aurais plus de mal à répondre. Ce qui est sûr, c'est que très souvent, on se dit non, mais les gens qui n'ont pas le niveau, quoi. Enfin, c'est clair et net, et je pense qu'on est nombreux à le penser, et c'est très dommage. Et bon, parce que les critères politiques ont pesé, et parfois des critères très indirects et pas toujours, et qui sont opposés à l'intérêt du pays. Et on le sait, parce qu'ils sont liés, par exemple, à un intérêt personnel. Bon, ça, c'est très complexe à résoudre. Franchement, on est dans le pur politique, on pourra en parler des heures. En revanche, sur des postes moins exposés, quand on commence à rentrer plus à l'intérieur des ministères, quand tout est un petit peu moins politique, même si quand on rentre dans l'administration cette fois-ci, on parlait de la santé, l'administration de la santé, etc.,
Là, pour le coup, oui, le politique pourrait gagner à vraiment s'améliorer, à essayer avec ses contraintes, de faire des nominations qui aient plus de sens pour le pays, plus de diversité, plus de capacité à donner la chance à des personnes qui ont prouvé réellement qu'elles étaient capables de changer les choses en jouant moins sur les origines, les diplômes, etc. Quitte à avoir de vrais comités de validation, hein, pas sans faire n'importe quoi. Là, je pense qu'on a un champ d'amélioration qui est exceptionnel. Donc remettre une forme de méritocratie au sein de l'administration publique ou des collectivités. Je dis pas qu'elle est inexistante. Non, non, bien sûr, Ne mais soyons pas non plus. Voilà. Mais enfin, c'est sûr qu'il y a, au niveau de une marge de manœuvre. progression, paraît quand même significatif. Ouais. Super. Ben, Antoine, un grand merci. Les gens peuvent te retrouver par mail, LinkedIn. Est-ce que toi, tu cherches du coup des personnes dans tes équipes? Quels sont un petit peu les sujets de Kerala là-dessus? Alors, Kerala est ravi de. Donc, Kerala, via par exemple mon LinkedIn, hein, sur lequel je suis tout à fait accessible, ravi d'avoir des sujets d'entrepreneuriat, puisque Kerala, son métier, c'est d'investir au lancement avec des associés. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche en un. C'est des personnes qui cherchent à entreprendre et qui, pour une raison X ou Y, sont intéressés. Alors, pas avoir un associé ou à tout le moins nous soumettre un peu leur pitch, leur idée. Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse en un. Les profils qui recherchent à travailler dans les startups de Kerala, avec plaisir aussi, en tout cas pour les orienter. Je crois que c'est un peu les deux axes principaux. Les orienter soit vers les startups, soit, on n'a pas parlé, c'était pas le but, soit vers Sonar, qui est mon activité de conseil en recrutement, qui aujourd'hui a plusieurs dizaines de startups clientes. D'accord. Donc, oui, Mais par mois, ça se passe très bien. Et j'ai vu Mistral récemment en client vous accompagner. Je ne commenterai pas les dernières, toute l'actualité de Sonar, mais en tout cas, il y a beaucoup de très belles startups de la tech et de fonds d'investissement. Et évidemment, ton livre, La méthode pour recruter les meilleurs. Antoine, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir.